Bien, bonjour à tous. Alors, on va terminer de voir aujourd'hui la philosophie de Hume. Je vous dis encore quelques mots de sa philosophie politique. Il y avait deux, trois choses que je voulais vous dire encore à la fin de la dernière séance. Et puis, on passe enfin au deuxième gros morceau de ce cours, à savoir Emmanuel Kant. Alors, sur la philosophie politique de Hume, pour commencer. Vous vous souvenez que Hume se situe dans sa philosophie politique par rapport à Locke. Que dit Locke en philosophie politique? Locke dit, eh ben c'est très simple, enfin il ne dit pas c'est très simple, non, il dit, comment comprendre la philosophie politique? On est né dans un état de nature, enfin pas nous individuellement, mais nos ancêtres. Dans cet état de nature, il y avait un certain nombre de droits naturels. On avait le droit d'être libre, on dispose tous des mêmes droits. Simplement, dans cet état de nature, ces droits ont des chances de ne pas être respectés. Donc comment on est menacé en quelque sorte, hein? On a les droits, mais on n'est pas sûr, il y a une certaine insécurité. Comment est-ce qu'on sort de l'état de nature pour Locke? Eh bien, on fait un contrat auquel on consent tous. On dit tous, dorénavant, c'est Jessica, notre présidente, et c'est elle qui va décider des choses qu'on a le droit de faire, qu'on n'a pas le droit de faire, et grâce à ça, on s'assure de la sécurité. Ça, c'est en deux mots la philosophie contractualiste de Locke. Locke, souvenez-vous, c'est un empiriste. Hein. C'est lui qui a donné à Hume l'idée qu'il fallait avoir une philosophie telle que toute connaissance vient de l'expérience. Alors, quand Hume lit Locke, la philosophie politique de Locke, il est effaré. Il est effaré par deux choses qu'on a vues la dernière fois. La première chose, c'est qu'il dit à Locke, c'est toi qui nous a donné l'idée de l'empirisme, or toute ta philosophie politique repose sur des connaissances qui ne sont pas empiriques. Autrement dit, tu dis qu'on peut connaître par la raison un certain nombre de droits, un certain nombre de libertés qu'ont les individus. Tout ça, c'est pas de l'expérience, d'accord? Tu dis qu'il y a eu un certain moment dans l'histoire de l'humanité où les hommes ont signé un contrat pour se mettre ensemble et ont consenti. Tout ça, tu ne le connais pas par expérience, c'est de la pure spéculation, d'accord? C'est pas documenté, ces histoires-là. Il n'y a jamais eu... Vous avez déjà entendu parler du contrat originel qu'on aurait signé pour être... On ne sait pas, nulle part dans l'histoire d'un quelconque pays, il y a vraiment ça. Donc, ça, c'est le premier agacement de Hume, dire tu as trahi la cause empiriste, en quelque sorte. Deuxième agacement de Hume, il trouve que l'histoire du consentement, c'est un peu fort de café, parce qu'en réalité, on n'a jamais consenti, on n'a jamais signé. Alors, Locke a une petite manière de nous dire, mais si en fait vous avez consenti, mais d'une manière un peu moins explicite que si vous aviez vraiment signé un contrat, pour Locke, on consent à être dans une société politique à partir du moment où on reste dans le territoire de cette société politique. Donc c'est ce que Locke appelle le consentement par présence. D'accord? Et la réponse de Hume, qui est une réponse fameuse, vous vous en souvenez, c'est de dire, ah ben, il nous dit qu'on consent un peu comme si on avait été enlevé pendant notre sommeil et mis sur un bateau, et puis que le chef du bateau, qui nous forçait à faire tout un tas de choses à coups de fouet, nous disait, ah ben tu consens à être là parce que si t'es pas content, tu peux te jeter par-dessus bord. D'accord? Donc l'idée de Hume, c'est de dire, demander à quelqu'un de quitter un pays dans lequel il est né, où il a sa culture, où il a sa langue, où il a ses traditions, etc. C'est beaucoup trop lui demander pour ne pas consentir aux institutions politiques dans lesquelles il se trouve. Donc tout ça, ça conduit Hume à rejeter en bloc la théorie politique de Locke. La théorie politique de Locke, il la trouve trop rationaliste et pas assez empiriste. Locke déduit des institutions sur la base de sa raison. Elle est uniquement basée sur la notion de consentement. Locke, souvenez-vous, c'est le père de ce qu'on appelle le libéralisme classique, donc qui dit qu'une société politique est légitime seulement si chacun consent à l'autorité politique et qu'on respecte les libertés individuelles. Et Hume va tourner le dos à ces deux grandes approches, le rationalisme et le libéralisme de Locke. Blablabla, tout ça, on l'a vu.
Donc, il rejette le contractualisme de Locke, il rejette le rationalisme politique, à savoir l'idée que la légitimité du gouvernement, et il insiste au contraire sur l'idée que la légitimité du gouvernement, s'il en a une, elle doit être fondée sur l'expérience et pas sur des raisonnements abstraits. D'accord ? Donc, petite parenthèse, la question, on en traitera beaucoup plus longuement au second semestre pour ceux qui suivront le cours de philosophie politique, mais une grande question de philosophie politique, pour certains la question principale, c'est de savoir comment l'autorité politique peut être légitime. L'autorité politique, elle peut nous imposer un certain nombre d'obligations. Elle peut nous imposer de payer des impôts, elle peut nous interdire de rouler à gauche, elle peut nous interdire de marcher sur la pelouse, elle peut nous forcer à sortir les poubelles tel ou tel jour, elle peut nous forcer à inscrire nos enfants à l'école, et à telle école, alors qu'on pourrait ne pas vouloir mettre les enfants à l'école ou les mettre à une école complètement différente. Donc il y a beaucoup de contraintes que nous impose l'autorité politique. D'accord ? A priori, si vous avez un individu qui impose plein de contraintes sur d'autres individus, ça doit se justifier. Si je vais vers Cyril et je lui dis « Cyril, dorénavant, vos enfants, ils iront simplement dans cette école-là », Cyril va dire « Mais qui vous êtes pour imposer l'école Donc moi, j'ai pas d'autorité politique. Pourquoi est-ce que quand l'État fait ça, on accepte ce genre de contraintes. D'accord ? Ça, c'est la question de l'autorité politique. Réponse de Locke, pas Hume, de Locke, c'est de dire parce qu'on consent à l'autorité politique. C'est une très belle réponse. D'accord ? On est d'accord parce qu'on consent. Et Hume arrive dessus avec sa petite moue sceptique habituelle. Enfin, moue, il est toujours heureux, Hume, c'est quelqu'un de bonhomme et de très sympathique, mais il dit oui, là, tu crois à des choses qui ne sont pas vraiment basées sur l'expérience, il n'y a pas de consentement. Conséquence, quelle est l'autorité politique ? Quelle est la source de l'autorité politique ? D'accord ? Si ce n'est pas le consentement. Réponse de Hume, on l'a vu, vous n'allez pas être surpris, c'est l'habitude. Alors on en était resté là, il faut voir sur quoi porte cette réponse et en quoi elle est incomplète pour voir la réponse un peu plus complète de Hume. Donc, la question que pose Hume pour commencer, c'est pourquoi on accepte l'autorité politique. Et sa réponse, elle est très, terre à terre. Elle dit, en réalité, on s'est juste habitué à l'autorité politique. On n'a pas consenti à l'autorité politique, on est juste né dedans. On s'est habitué à sortir nos poubelles le jeudi, on s'est habitué à mettre nos enfants à l'école qui est recommandée par l'État, on s'est habitué à payer nos impôts. Et puis petit à petit, la force de l'habitude a fait qu'on s'est habitué et qu'on a fini par consentir. Mais ce n'est pas qu'on a consenti à l'origine, c'est qu'à force d'être forcé, on s'est fait à cette autorité. Okay. Hume dit par exemple que quand un nouveau gouvernement s'établit, c'est souvent à l'aide d'un mélange de force et de consentement. Et un des beaux exemples qu'il donne, c'est l'exemple d'un chef de guerre qui prend le pouvoir. Okay, donc vous pouvez être très admiratif du chef de guerre. S'il prend le pouvoir après la guerre, vous vous dites, ouais, il a été un bon chef de guerre, il a peut-être une légitimité à avoir le pouvoir, en même temps, est-ce que vraiment il va l'exercer comme il faut ? Et dit Hume, on finit par s'habituer et à consentir in fine seulement à la légitimité de l'autorité politique. Lorsqu'un nouveau gouvernement est établi, par quelque moyen que ce soit, le peuple en est généralement mécontent et obéit plus par crainte et par nécessité que par idée d'allégeance ou d'obligation morale. Nouveau gouvernement qui arrive, ce n'est pas le consentement qui fait que vous obéissez, c'est que vous avez peur de vous faire taper dessus. Le prince est vigilant et jaloux et doit soigneusement se prémunir contre tout début ou apparence d'insurrection. Le temps, par degrés, supprime toutes ces difficultés et habitue la nation à considérer comme ses princes légitimes ou natifs cette famille qui n'est pas la même que les autres. Okay. Vous avez certaines personnes qui ont pris l'autorité par la violence, et puis finalement, on s'habitue, et c'est comme ça qu'on arrive à l'autorité politique. Alors on en était resté là, et une question qui se pose, que vous avez pu vous poser, c'est de dire, oui, mais qu'est-ce que nous dit exactement Hume sur l'autorité politique à ce moment-là ? Il est juste en train de nous donner l'origine de notre soumission à l'autorité politique, mais si nous, on s'intéresse à la question normative de savoir est-ce que vraiment l'autorité politique est légitime, est-ce que Hume a donné une réponse à ça ? Autrement dit, si vous avez accepté, si on accepte la thèse de Hume sur l'habituation à l'autorité politique, est-ce qu'on n'est pas simplement dans un cas de syndrome de Stockholm où on finit par aimer les personnes qui nous imposent des contraintes parce qu'on s'habitue à elles et que finalement l'autorité politique n'a aucune légitimité. Okay. Donc autrement dit, même si vous expliquez comme Hume est en train de le faire l'origine de notre acceptation de l'autorité politique, vous n'avez pas encore répondu à la question de savoir si cette autorité politique elle est légitime.
Donc si je vous prends en otage maintenant avec mon pistolet, vous allez me détester au début, puis petit à petit, vous allez m'aimer. Ça marche toujours. Le syndrome de Stockholm, c'est très bien documenté. Ça marche à tous les cas. Donc je vous garde. La première semaine, vous me détestez. La deuxième semaine, vous commencez à vous dire finalement, il est sympa. La troisième semaine, vous me sautez au cou quand je vous amène votre pain sec et votre eau en disant que c'est vraiment trop bon. Et à l'arrivée, quand la police vient vous libérer, vous dites oh non, je suis désolé, on doit partir. Vous faites même des choses pour me défendre contre la police qui vient vous. Donc c'est très frappant le syndrome de Stockholm. Mais c'est en gros ce qu'a l'air de décrire Hume. D'accord. Comment ça se fait qu'on finit par accepter, on comprend pourquoi on finit par accepter l'autorité politique, mais ce que nous, on voulait savoir, c'est est-ce que c'était légitime de faire ça? Okay. Est-ce que l'État avait le droit de nous imposer ces contraintes? Alors, que va répondre Hume à cette autre question? Une possibilité pour Hume, à ce stade, c'est de dire, en fait, la légitimité du pouvoir, c'est une illusion. On verra que c'est une grande thèse en philosophie politique, qu'on rapproche des thèses anarchistes. Vous avez un certain nombre de personnes qui pensent que l'autorité politique, elle n'a jamais de légitimité. On a essayé le consentement, il y a d'autres manières de justifier l'autorité politique, on en verra quelques-unes. Et ceux qui pensent qu'à l'arrivée, aucune de ces manières marche, finissent par dire, il n'y a pas d'autorité politique, donc on peut toujours faire semblant de vivre sous l'autorité politique. Anarchiste ici, ça ne veut pas forcément dire que vous prenez les armes et que vous voulez renverser l'État. Vous pouvez aussi vous résoudre à dire, l'État n'est pas légitime, mais finalement c'est plus simple pour moi d'accepter cette contrainte plutôt que de m'exposer à de la violence. Donc ça ne veut pas forcément dire que anarchiste dans le sens d'un mouvement politique ici, mais anarchiste dans le sens de la thèse qui soutient que l'autorité politique n'est pas légitime. Ça serait une option pour Hume ici, mais ce n'est pas l'option qu'il va retenir. L'option que Hume va retenir, ça va être d'essayer de montrer qu'il y a une autre manière de comprendre la légitimité politique. Il va essayer de redéfinir la notion de légitimité politique. Souvenez-vous, ces réponses aux défis sceptiques, c'est toujours un petit peu... on essaye de sauver l'essentiel. La causalité, il n'y a pas vraiment de relation nécessaire, mais on va redéfinir la causalité pour qu'on puisse parler continuer à parler de causalité. Et bien, il va faire quelque chose de similaire au sujet de la légitimité politique. Il va essayer de redéfinir la légitimité politique pour dire, eh bien non, en fait, il y a un sens dans lequel le gouvernement est légitime. Et ça le conduit à adopter une position qu'on appelle conservatrice au sujet des institutions politiques. Quelle est la solution d'Hume? Eh bien, en deux mots, c'est de dire qu'une fois que vous avez des institutions politiques qui ont passé l'épreuve du temps, qui sont devant vous, que ce soit la monarchie, que ce soit la démocratie, peu importe, qui sont là, vous naissez dedans, vous n'y avez pas consenti, elles vous sont imposées, elles vous imposent dans tous les cas un certain nombre de contraintes auxquelles vous n'avez pas consenti, et bien vous avez de bonnes raisons de penser, d'après Hume, que ces institutions sont utiles. Pourquoi? Parce qu'elles ont passé le test du temps. Donc les institutions que Hume discute le plus, c'est typiquement des institutions comme la propriété, qui pour lui est une institution humaine. Donc le fait que je sois propriétaire de cet ordinateur, que vous soyez propriétaire de votre vélo, etc. Ça pour Hume, c'est une institution qui a évolué dans le temps. Ça a été créé par les humains, c'est une fiction, c'est pas vraiment là au départ, d'accord? Mais c'est une fiction dont on se rend compte qu'elle est assez utile à l'arrivée. Parce que si on arrête la propriété maintenant, si on dit ben non, on abandonne la propriété, tout de suite on voit bien le problème. Je vais me jeter sur l'ordinateur de Jessica, dire bah, je peux l'utiliser aussi, il n'y a pas de propriété, il y a pas. Donc on sent qu'il y a un certain nombre d'institutions politiques, et là Hume parle plus tant du pouvoir que d'institutions comme la propriété, la promesse, les contrats, qui ont une utilité sociale, et c'est la raison pour laquelle ces institutions ont passé le test du temps. Donc, vous voyez que cette solution, elle est très empiriste, conformément au souhait initial de Hume. Vous regardez l'état des institutions qui sont autour de vous. Okay, vous ne cherchez pas à en inventer de nouvelles, vous regardez ce qui existe et vous en voyez l'utilité. Okay, vous vous dites, ah ben ça c'est quand même pratique cette idée de propriété, ça nous aide bien, donc on le garde. D'accord? Donc, c'est en sens que c'est conservateur. Si vous avez une philosophie politique basée sur l'expérience, vous êtes presque immanquablement conduit à une forme de conservatisme, parce que vous regardez ce qui a été le cas, okay, et vous vous dites, est-ce que dans ce qui a passé le test du temps, c'est utile, okay? Et ce qui est utile, ben vous le gardez. Ça ne veut pas dire que vous gardez tout, mais ça veut dire que vous sélectionnez parmi les choses qui existent, les institutions qui sont les plus utiles à la vie en société et à votre vie personnelle. Mathéo. Je me demandais, pourquoi le test du temps, pourquoi le temps fonctionne bien d'une certaine manière, amène à une sélection de bonnes institutions plus qu'amène à des déviances, à le maintien de ces déviances.
Oui, il y a toujours un petit peu cette étape-là qui va se préciser plus tard dans chez les. C'est vraiment on est à cette époque-là, c'est un peu le début de cette pensée conservatrice. Ça va se préciser par la suite avec l'analogie que font souvent les conservateurs entre l'évolution d'une société et l'évolution naturelle, en disant les traits positifs. Si la société a continué à vivre, si elle ne s'est pas effondrée, c'est qu'elle avait des fondamentaux qui marchaient à peu près. De la même façon, si nous, on a survécu en tant qu'espèce, c'est parce qu'on avait certaines choses qui marchaient bien. D'accord. Donc il y a des nouveautés qui arrivent, qui sont des nouveautés qui arrivent par accident, dans la théorie de l'évolution naturelle. D'accord. Tout d'un coup, on se met à avoir un organe qui nous permet de voir. Il se trouve que ça marche bien, c'est sélectionné naturellement, ça permet de survivre, et donc c'est pour ça que la chose continue à exister. Il y a quelque chose d'un peu similaire dans l'esprit des conservateurs, pas d'Hume, hein, là j'extrapole au-delà d'Hume, dans l'idée de cette notion de test du temps, d'accord. Si ça a existé longtemps et que ça a été reproduit, c'est que ça remplit une certaine fonction sociale dans la stabilité de la société en question. Alors, c'est une normativité qui est juste la survie de la société en question. Hein. C'est pas Si vous voulez une normativité plus forte du type, est-ce que ça respecte la liberté des individus? Est-ce que ça respecte la justice sociale? Ça vous donne pas ça, d'accord. Évidemment. Mais vous avez quand même une notion, c'est pas juste constater l'origine du sentiment de légitimité, ok. C'est de dire il y a un certain ordre qui a été préservé à travers le temps, et ça donne une valeur au type d'institutions politiques qui ont existé. André. J'ai l'impression que la théorie de Hume, en fait, elle nous éclaire absolument pas sur quelle direction prendre. Elle nous aide en rien à prendre des décisions politiques, en fait. Oui, absolument. C'est une objection très classique au conservatisme, de dire le conservatisme nous dit vous avez des raisons de bien aimer ce que vous héritez du passé, vous avez des raisons de préserver dans ce que vous héritez du passé les bonnes choses, mais quelles sont les raisons d'introduire de nouvelles choses? D'accord. Quelle direction prendre? Et là-dessus, le conservatisme, enfin, certains pensent que c'est une objection au conservatisme, le conservateur lui dit non, c'est pas une objection, c'est précisément ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas être un utopiste en politique. Okay. Si vous commencez à lutter pour un idéal, quelque chose d'absent, pour le conservateur, c'est beaucoup la valeur de ce qui existe, et c'est très clair chez Hume, la valeur de ce qui existe doit être préférée à la possible valeur de ce qui pourrait exister. Donc sacrifions pas ce qu'on a au nom d'une utopie qu'on pourrait atteindre. Hein. Donc ce que d'aucuns, les objecteurs, voient comme un problème, le conservateur trouve que c'est plutôt une vertu de sa théorie. Et donc en conséquence, Hume dit très clairement, vous pouvez chercher à améliorer les institutions existantes. Alors ça veut dire quoi améliorer? Ça veut dire, parce qu'il y a bien l'objection qui est là, ça veut dire parfois il y a des problèmes qui se posent, il y a des tensions dont il y a une institution qui ne marche pas, on peut chercher à l'améliorer. Mais Hume est très clair sur le fait, et là encore c'est un trait commun de toute la tradition conservatrice, de dire il faut éviter toute transformation violente et radicale. D'accord. Il faut changer les choses doucement. Une analogie qui permet de bien comprendre ça, c'est si vous pensez aux écosystèmes dans l'environnement. Pour revenir encore à la nature ici et pas aux sociétés politiques, vous avez souvent cette idée que les écosystèmes sont des équilibres très complexes et que si vous pouvez les modifier un petit peu à la marge, donc si vous coupez un arbre dans la forêt, ça va, si vous coupez 2 arbres, ça va, mais si vous en faites, tout d'un coup, vous faites une grande coupe, que vous coupez les 2 tiers de la forêt, là, vous allez bouleverser un écosystème. Donc, on sent que c'est trop complexe pour qu'on comprenne les écosystèmes, qu'on comprenne le détail de leur fonctionnement. On sait qu'ils peuvent résister à des modifications mineures, mais pas à des modifications radicales. La thèse de Hume, c'est la même chose, et des conservateurs plus généralement, c'est la même chose pour les systèmes sociaux, en disant ils peuvent résister à un certain nombre de crises, parfois même des crises assez fortes. On peut résister au Covid, mais il y a la crainte qu'au bout d'un moment, si vous changez trop radicalement, vous coupiez des fondamentaux qui fait que l'ordre social se renverse. Et donc, ce sur quoi insiste Hume ici, et ça c'est un point important, si vous comparez Hume et Locke ou les projets rationalistes en philosophie politique, c'est de dire en matière de réflexion politique, d'existence politique d'une part, mais de philosophie politique d'autre part, on ne peut jamais faire l'hypothèse qu'on part d'une page blanche. D'accord. Vous vous souvenez de cette idée de la page blanche, qui est dans un sens cher aux empiristes, parce que les empiristes pensent qu'individuellement, on arrive dans le monde, on est juste une page blanche où des choses sont imprimées dans notre esprit par nos sensations, par notre expérience. D'accord. Ça, c'est vrai au niveau de notre développement individuel. C'est ce que dit Locke au sujet du développement individuel. C'est en gros ce que pense Hume également.
même si vous vous souvenez qu'il y a des distinctions entre différentes facultés ou sources d'expérience, mais en gros, individuellement, au départ, on n'a pas de connaissance de notre esprit, il n'y a pas de connaissance innée. Mais ça, c'est au niveau de l'individu. Maintenant, si vous passez au niveau de la société, ben, évidemment qu'il y a des choses qui existent avant nous. D'accord ? Et donc, le point de départ de la réflexion politique, pour Hume, ça doit être l'expérience, et donc ça doit être la connaissance des institutions existantes qu'on a héritées du passé. D'accord ? Donc on ne part pas, vous voyez, le conflit, c'est un conflit très important dans les théories politiques entre les théories rationalistes, auxquelles appartiennent typiquement le libéralisme, mais également d'autres versions de socialisme ou de communisme, où on raisonne de manière a priori abstraite, en disant on va essayer de comprendre quels seraient les bons modes d'organisation de la société, oublions ce qui existe là autour, réfléchissons. Et une approche beaucoup plus fondée sur l'expérience, dont se réclament les conservateurs, mais aussi parfois certaines versions de libéralisme et de communisme. Les choses sont pas aussi nettes que ça, mais les conservateurs sont ceux qui mettent en général cet aspect le plus en avant, qui consiste à dire non, commençons par regarder ce qu'il y a, et puis voyons pourquoi est-ce qu'on peut vouloir garder, ce qu'on peut vouloir modifier. Je vous donne une citation de Hume qui met bien le doigt là-dessus. Elle est un peu longue, pardon, mais elle se comprend bien. Si une génération d'hommes disparaissait immédiatement de la scène et qu'une autre lui succéda, comme c'est le cas pour les vers à soie et les papillons, la nouvelle race, si elle avait assez de bon sens pour choisir son gouvernement, ce qui n'est certainement jamais le cas chez les hommes, pourrait volontairement et par consentement général établir sa propre forme de politique civile, sans tenir compte des lois ou des précédents qui ont prévalu chez ses ancêtres. Ça, c'est Hume, c'est Locke, pardon. Okay, il pense à Locke ici. Ouais, si on avait tué tout le monde et que d'un coup on se retrouvait dans la situation de dire comment est-ce qu'on s'organise, je sais pas, on est tous sur un paquebot, naufrage, on se retrouve sur une île déserte, il faut refaire un truc. Là, on a la situation complètement hypothétique de Locke. On redessine nos institutions politiques. Mais ce n'est pas notre cas, à nous. Hein. Mais comme la société humaine est en perpétuel mouvement, un homme quittant le monde à chaque heure et un autre y entrant, il est nécessaire pour préserver la stabilité du gouvernement que la nouvelle génération se conforme à la constitution établie et suive de près la voie que ses pairs, marchant sur les traces des leurs, lui ont tracée. Certaines innovations doivent nécessairement avoir lieu dans toutes les institutions humaines, et il est heureux que le génie éclairé de l'époque leur donne une direction du côté de la raison, de la liberté et de la justice. Okay. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Hume, là ? Il est en train de dire à Locke, à tous ceux, aux progressistes des Lumières, de dire oui, c'est bien qu'il y ait des gens intelligents qui veulent améliorer les choses vers la liberté, vers plus de justice. Mais regardez ce qu'il dit tout de suite. Mais des innovations violentes, aucun individu n'a le droit d'en faire. Il est même dangereux que la législature en fasse l'essai. Il faut s'attendre à plus de mal que de bien de leur part, à savoir des innovations violentes. Et si l'histoire fournit des exemples contraires, ils ne doivent pas être considérés comme des précédents, mais seulement comme des preuves que la science politique fournit peu de règles qui n'admettent pas d'exception et qui ne peuvent pas parfois être contrôlées par la fortune et l'accident. Donc si vous me faites un contre-exemple, je vous dirai juste que c'est un contre-exemple qui confirme la règle que je dis. D'accord ? Bien. Alors, je crois que cette diapo, je répète, une grande... grand nombre des choses que je vous ai dit là. Donc, je ne me répète pas ici. Donc, retenez juste, et je termine sur Hume là-dessus, une des choses très admirables chez Hume, c'est l'effort d'être absolument conséquent avec ses préceptes empirisme, pas simplement au sein de sa philosophie de la connaissance et de sa métaphysique, mais au sein de sa philosophie morale et de sa philosophie politique. Il a une notion très pauvre d'expérience, vous vous souvenez, on voit juste des points de couleur à différents endroits. Il pense que si vous ne partez pas de cette notion d'expérience, vous faites de la métaphysique spéculative. Il a vu les métaphysiciens de son époque qui partaient dans des délires absolus, avec des monades, avec des... Il a dit, oh là 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 là, ça ne va pas du tout, revenons sur Terre, on va commencer à la connaissance par ce qu'on voit. Okay. Et après, il tire les ficelles de ça. Il accepte les conséquences à chaque fois, parfois des conséquences qui nous paraissent un peu énormes, mais il essaye de nous dire pourquoi est-ce qu'on peut répondre à ces doutes sceptiques, et il le fait de manière très consistante, aussi bien pour la philosophie morale que pour la philosophie politique. On n'a pas parlé de sa théorie de la religion, on n'a pas parlé de son esthétique, on ne le fera pas non plus pour Kant, mais vous avez la même cohérence de pensée ici. Alors voilà qui clôt notre... Pardon, je vous laisse la possibilité de poser des questions avant qu'on passe à Kant. Mathéo. Je me demande juste,
comment qualifier l'opposé de la théorie de Hume? Donc, le fait que Hume parte du monde comme il est et de petits changements, est-ce que c'est deux notions qu'on doit lui opposer? D'un côté, un raisonnement politique a priori, plus un progressisme ou un radicalisme, ou il y a une seule notion? Et quel bon terme il faut qualifier? Donc c'est une bonne question parce qu'on a tendance, c'est ça que j'ai dit de manière peut-être un peu trop allusive, on a tendance à dire, les conservateurs en particulier ont tendance à dire, nous on est opposés au rationalisme politique. Nous on pense que la politique doit partir de l'expérience, de ce qui existe. Donc on se défie des grandes notions, des grandes théories politiques générales qui vont expliquer à tous les hommes, à tous les temps, partout dans le monde, quelles sont les bonnes institutions politiques. Okay. Ce qui est exactement le contraire de ce qui est en train de se passer à l'époque de Hume, parce que vous avez Rousseau, vous avez Kant, etc., qui écrivent des constitutions pour la terre entière, d'accord et puis tous les grands projets politiques, vous avez ça. Vous avez la Société des Nations qui va être, tard évidemment, qui va dire bon, c'est facile, enfin c'est pas facile, mais notre but, c'est d'avoir des mêmes lois pour tout le monde, et il y a un seul critère de justice partout. Vous imaginez bien qu'Hume, c'est le genre de choses qu'il va pas accepter, d'accord D'où ça tombe? Est-ce que ça tombe pas pas du tout par un type de raisonnement qu'on peut avoir aussi, qui est de dire, mais de quel droit certains individus qui viennent d'un certain contexte viennent imposer des valeurs dans d'autres contextes? C'est pas l'idée d'Hume ici, c'est de dire, mais comment est-ce qu'on peut le savoir? Lui, son point de départ, il est épistémologique, c'est comment vous savez? Moi, je vois d'où on vient dans nos sociétés, donc attendez, je m'éloigne de votre question. Donc ça, c'est la raison pour laquelle Hume veut baser sa politique sur l'expérience. Et c'est la raison pour laquelle les conservateurs, très généralement, disent « nous, on est opposés au rationalisme en politique ». Alors, est-ce que ça veut dire que tous ceux qui donnent du poids au passé en politique sont forcément des conservateurs? Et là, c'est plus compliqué comme question. Parce que vous avez des libéraux à la Locke qui déduisent leurs principes libéraux de la raison pure. Puis c'est ce que va faire Kant, on le verra aussi à la fin de ce semestre. Mais vous avez des libéraux qui sont beaucoup plus inscrits dans l'expérience. Un des grands penseurs libéraux de l'époque, c'est Tocqueville, qui lui va étudier les différentes constitutions. Il va en Amérique, il va regarder, il va pas simplement les constitutions juridiques, il regarde les mœurs des personnes, puis ben voilà, là, comment on a pu développer la liberté. Donc vous avez beaucoup de penseurs qui sont ancrés dans l'expérience et qui souscrivent à des thèses qui sont un peu plus éloignées du conservatisme. Et puis si vous lisez Marx, évidemment, vous avez aussi cette idée. Alors c'est une histoire un peu en un sens, Marx veut dire, même si son histoire est accusée d'être très idéologique, mais Marx veut dire le communisme, officiellement, ce que Marx dit, c'est que le communisme, c'est juste une prédiction. Il n'est pas en train de dire, on espère que ça arrive. Il dit juste, ça va arriver naturellement, parce que j'ai regardé l'origine de l'histoire de l'économie humaine, ça a commencé par un mode agraire, et puis après, il y a eu le capitalisme, et puis il porte en lui-même les marques de son effondrement. Ça va s'effondrer, il y aura le socialisme, et après, il y aura le communisme. Ça se veut une théorie purement positive au départ. Hein. Donc le communisme à la Marx, c'est pas du tout quelque chose de purement réfléchir a priori sur le mode idéal d'organisation de la société. Pardon, longue réponse pour une question courte, Mathéo. Mais l'idée générale, c'est il y a une tendance à dire que ceux qui donnent du poids à l'expérience dans la théorie politique sont plutôt conservateurs, mais c'est un peu contingent parce que vous pouvez avoir des libéraux et des communistes et tout un tas de sensibilités politiques qui vont aussi donner du poids à l'expérience plutôt qu'au raisonnement a priori. D'accord? Donc c'est peut-être deux distinctions orthogonales, rationalistes, antirationalistes et différentes idéologies politiques. Oui. Et est-ce qu'il y a un thème général pour toutes les idéologies qui proposent des transformations profondes de la société, opposées au conservatisme? On dit souvent radicalisme. Hein? Radicalisme, c'est souvent la manière dont les conservateurs appellent leurs adversaires. C'est un problème en philosophie politique, c'est que chaque personne baptise ses adversaires d'un nom différent. Autrement dit, chaque théorie politique a une définition différente du spectre politique, catégorise les positions politiques différemment. Et ça rend difficile parfois le débat difficile parce que les adversaires ne se reconnaissent pas dans les catégorisations que font leurs adversaires. On parlera de tout ça au second semestre, philosophie politique. Enfin, je ne dis pas qu'il y aura des grandes réponses, mais au moins on essaiera de balayer un peu plus large. Autre question sur Hume? Bien. Alors on passe à Emmanuel. Kant, qui est sans doute un des philosophes
avec Hume qui a été les plus influents et qui reste aujourd'hui les plus influents, non seulement chez les philosophes, mais aussi en dehors, en particulier chez certains psychologues, Helmholtz pour commencer, et d'autres par la suite. Vous vous souvenez que Hume, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, en Europe en particulier. Kant, lui, c'est quelqu'un qui a vécu toute sa vie à un seul et même endroit, qu'il détestait quitter, à savoir Königsberg, qui était en Prusse à l'époque, qui aujourd'hui est dans une petite enclave russe en réalité, coincée entre la Pologne et la Lituanie. On a souvent tendance à dire que Kant il est en Allemagne, c'est pour ça que je dis bien, mais en fait, Königsberg, c'est quand même très à l'est. Il a vécu là-bas. Il est, c'est le quatrième de 9 enfants d'une famille protestante, luthérienne. Ses parents sont des artisans travailleurs, très pieux. On a vu qu'Hume, c'était quelqu'un d'assez bonhomme, sympathique, qui aimait fréquenter les amis, les bars, les femmes. C'est un peu l'opposé, Kant. Il a une très forte éthique du travail. Il est un peu distant par rapport au grand piétisme religieux de sa mère, mais il a une foi qui est quasiment aussi grande dans la raison. Il ne quitte pas Königsberg. Il a une vie qui est extrêmement réglée. On dit de lui qu'il se lève tous les jours à 5 heures pour travailler. Et il y a une anecdote qui dit que sa promenade quotidienne de 17 heures permettait aux habitants de Königsberg de régler leur horloge. Donc ils attendaient de voir que Kant passe pour dire « Oh là, mon horloge n'est pas à l'heure ». Donc c'est quelqu'un d'extrêmement rigoureux, qui a une vie très réglée. Il ne faut pas faire un flanc gigantesque de la biographie des philosophes, mais vous allez voir quand même que cette forme de rigueur de sa personnalité se manifeste notamment dans sa philosophie morale, qui a souvent été accusée de rigorisme, comme on le verra par la suite. Alors, ces grandes œuvres. L'œuvre majeure, c'est la première que vous avez là, la critique de la raison pure, qu'on va étudier ensemble. C'est son ouvrage majeur, très clairement. Il met 11 ans à la rédiger. Il l'a publié tard, à 57 ans. Et en général, quand on étudie Kant, on ne s'intéresse pas à ce qu'il a fait avant. Autrement dit, il a écrit un certain nombre de textes philosophiques avant. On les appelle ses ouvrages pré-critiques, philosophiques et pas seulement. Il a aussi donné des cours de géographie, il a écrit des textes sur la physique, etc. C'est quelqu'un de très cultivé. Mais on considère que là, c'est le début de sa vraie philosophie, de la philosophie de Kant telle qu'on le retient aujourd'hui. Suivant un schème qui vous est désormais familier, il est un peu déçu de l'accueil que reçoit son ouvrage principal, comme notre brave Berkeley, comme notre brave Hume, mais il en fait une version un petit peu condensée et plus accessible, qui sont les prolégomènes à toute métaphysique future qui sera considérée comme science. Prolégomène à toute métaphysique future qui sera considérée comme science. Vous voyez, le titre annonce déjà un but de Kant, c'est de faire en sorte que la métaphysique que Hume déteste puisse être une science. On va y revenir longuement, mais gardez ça dans un coin de votre tête. Donc ça, c'est un traité beaucoup plus court qui reprend et qui clarifie les principaux points de la critique de la raison pure. Il va en 1785 publier Les fondements de la métaphysique des mœurs, puis la critique de la raison pratique, qui sont ses deux ouvrages principaux en ce qui concerne la philosophie pratique et la philosophie morale. 1790, critique de la faculté de juger, où il présentera son esthétique. On étudiera quelques autres textes en passant, notamment sur sa philosophie politique, sur laquelle on terminera. Vous avez entendu dire sans doute que Kant, c'est un philosophe des Lumières. Qu'est-ce qu'on appelle les Lumières? Je vous ai juste fait une petite diapo très courte ici. C'est pas très très bien défini. Pardon, André. Critique de la raison pure. C'est pas critique de la raison pratique. Non, pure toujours. Ouais. Enfin, dans ces diapos, mais en général, ouais, par défaut, c'est ça. Donc, il appartient aux Lumières. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on appelle les Lumières? C'est pas complètement défini, c'est plutôt un courant intellectuel qui mélange des philosophes, des artistes, des scientifiques, et en général, tous se rangent à l'autorité de Newton, qui est considéré unanimement comme un génie qui a révolutionné la physique moderne, et qui conduit à générer une grande confiance dans les capacités de la raison humaine et un grand optimisme sur les capacités de la raison à améliorer les choses, aussi bien politiquement, philosophiquement, scientifiquement qu'artistiquement.
Donc les Lumières elles vont de pair avec une certaine manière de questionner les autorités traditionnelles. L'injonction, c'est de penser par soi-même, une injonction que Kant fera sienne et répétera en plusieurs endroits, de lutter contre l'obscurantisme, que ce soit l'obscurantisme religieux, mais aussi l'obscurantisme de certaines traditions de pensée qui se plaisent à juste répéter des choses en disant c'est vrai parce que Aristote l'a dit. Ce genre d'argument d'autorité, ça fait absolument horreur aux Lumières, qui disent il faut comprendre les choses par nous-mêmes maintenant, il faut s'approprier l'idée, les raisonnements. Leur idée, c'est de rejeter l'autorité comme un critère de décision traditionnelle, religieuse ou politique, mais ce n'est pas forcément de rejeter les traditions qui ont été issues de ces autorités. Souvent, et c'est en particulier le cas de Kant, leur idée, c'est plutôt de dire il faut comprendre par nous-mêmes l'origine de ces traditions et la justification de ces traditions. Okay, ça ne veut pas dire qu'on veut renverser toutes les autorités, en tout cas pas toutes, mais on veut au moins essayer de justifier par la raison un certain nombre de choses qui font partie de nos traditions ou de nos cultures, qu'il s'agisse de l'Église, qu'il s'agisse de la morale, qu'il s'agisse de certaines institutions politiques. Okay. Ça, c'est en 2 coups de cuillère à peau vraiment ce que sont les Lumières, c'est pas ce qu'on appelle les Lumières. Et au moment, ce qui est important, c'est qu'au moment où Kant écrit sa critique de la raison pure, donc son ouvrage majeur, on considère que les Lumières sont en crise. On est doucement en train de passer à l'époque qui vient après les Lumières, qu'on appelle le romantisme, à des doutes sur les capacités de la raison, sur lesquels on avait été très optimiste. Hume n'est pas vraiment un romantique, même pas du tout, en de nombreux sens, mais lui aussi a émis des doutes qui vont dans ce sens-là. Et que veut faire Kant? En quelque sorte, c'est lui qui va freiner la fin des Lumières et qui va dire non, il ne faut pas abandonner la foi dans la raison. On était bien parti à être optimiste là-dedans, et il veut montrer que la science moderne, la morale, la religion, toutes ces choses-là sont consistantes et qu'on peut montrer ça par la raison. Voilà une introduction très générale sur la place de Kant par rapport aux Lumières. Donc à la fin des Lumières et qui essaye de montrer qui essaye de prolonger les Lumières qui sont sur le déclin. Ce qu'on va étudier nous sur Kant, c'est d'abord sa philosophie théorique, le plus longuement. On passera un certain temps sur sa philosophie morale, et puis plus brièvement, comme pour chez Hume, on parlera de sa philosophie politique pour terminer. On ne parlera pas de sa philosophie esthétique, ni de sa philosophie de la religion, qui sont intéressantes également, mais on ne peut pas tout faire. Alors on commence par la philosophie théorique de Kant. La question que se pose Kant, la question centrale qui l'obsède, c'est comment la connaissance a priori est-elle possible? Donc Kant arrive après Hume. Hume va avoir une influence cruciale sur lui. Souvenez-vous que Hume dit toute connaissance vient de l'expérience. Il y a bien quelques connaissances a priori, mais c'est juste la logique. Il n'y a pas grand-chose à part la logique. Enfin, pas grand-chose à part la logique. Vous entendez parler de logique avant, c'est déjà bien la logique. Mais oui, à part la logique, on ne peut pas apprendre beaucoup de choses juste par la raison. Kant pense que Hume a tort. Il veut montrer que par la raison, on peut connaître sans l'expérience, indépendamment de l'expérience, un grand nombre de choses. Okay. Donc si on prend ce qui reste en général comme la principale critique de Hume au sujet de la connaissance, à savoir le fait qu'on puisse connaître des connexions nécessaires entre des choses distinctes, la causalité typiquement. Pour Hume, cette connaissance des connexions nécessaires, elle ne vient pas des sens, elle ne vient pas de la raison, et donc on ne peut pas connaître ces connexions nécessaires. Il y a une expression célèbre de Kant qui lit cette critique humienne de la causalité. À ce moment-là, il était un rationaliste, rationaliste dans le sens quelqu'un qui pense qu'on peut déduire un grand nombre, si ce n'est la totalité des connaissances de la raison. Leibniz était le plus grand des rationalistes à l'époque. On l'a étudié, ou vous allez l'étudier dans 2 ans, pour ceux qui n'ont pas suivi le cours l'année dernière. Kant, en gros, était un leibnizien. Il y avait un philosophe après Leibniz, Wolff, que Kant suivait largement. Il lit Hume,
Et il dit alors, c'est Hume qui m'a, et c'est cette formule qui est célèbre, c'est Hume qui m'a sorti de mon sommeil dogmatique. Qu'est-ce que Kant appelle son sommeil dogmatique? Dogmatique, c'est la manière dont Kant va qualifier souvent les rationalistes. Les rationalistes, c'est ceux qui disent, moi je peux déduire de ma raison non simplement la logique, mais aussi la structure du monde, les monades, etc., quels que soient les différents systèmes métaphysiques auxquels vous souscrivez. Et Hume considère que ça, c'est purement dogmatique. Donc, souvenez-vous, Kant considère que ça, c'est purement dogmatique. Souvenez-vous que Hume considérait la métaphysique comme totalement spéculative. D'accord? Il avait beaucoup de mépris pour ça. Kant, lui, va vouloir sauver la métaphysique, mais il trouve qu'il y a un type de métaphysique, celle de ces rationalistes, qui est purement dogmatique. Donc il va essayer de trouver une autre voie qui nous permet d'avoir une connaissance a priori. Donc son ennemi central, et officiellement, c'est Hume. Okay? Il trouve que Hume a raison d'avoir critiqué le rationalisme, mais il pense, pour reprendre une expression célèbre, qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Hume, lui, est parti complètement de l'autre côté. Il a dit qu'il faut abandonner toute connaissance a priori, ou presque toute connaissance a priori. Et le but de Hume, de Kant, je passe à l'auteur suivant, ça va être de sauver la possibilité de connaître des vérités nécessaires. Okay? Vous vous souvenez que pour Hume, on ne peut pas connaître des vérités nécessaires, on s'habitue juste à la répétition. Mais Hume va dire non, on peut connaître des vérités nécessaires. Kant va dire on peut connaître des vérités nécessaires et on peut les connaître de manière a priori. On peut, juste en raisonnant, depuis nos fauteuils, arriver à un certain nombre de connaissances substantielles. Voici ce que dit Kant sur Hume. Depuis les essais de Locke et de Leibniz, ou plutôt depuis la naissance de la métaphysique, aussi haut qu'on remonte l'histoire, on ne peut citer aucun événement d'un caractère qui ait pu être décisif dans les destinées de cette science que l'attaque dirigée contre elle par David Hume. Il n'apporta aucune lumière dans cette espèce de connaissance, mais fit jaillir une étincelle qui eût pu produire la lumière si elle était tombée sur une matière inflammable. Donc ce qu'il voit chez Hume, c'est qu'il a complètement détruit la métaphysique. Okay? Il a apporté aucune lumière. Okay? Et les lumières, c'est une métaphore amplement utilisée par Kant. Mais il trouve qu'il a proposé à la métaphysique un défi qui est très urgent. Si on veut faire de la métaphysique, on doit répondre au défi de Hume. Comment est-ce qu'on peut connaître des vérités nécessaires si l'expérience ne nous donne que des successions, des répétitions, et si la raison ne nous donne que la logique? J'avoue de grand cœur, poursuit Kant, que c'est à l'avertissement donné par David Hume que je dois d'être sorti depuis bien des années déjà du sommeil dogmatique et d'avoir donné à mes recherches philosophiques dans le champ de la spéculation une direction toute nouvelle. Donc ce que veut faire Kant, c'est défendre la métaphysique contre Hume. Hume dit il n'y a pas de métaphysique possible, tout ce que vous avez, vous voyez des points de couleur ici et là, à chaque fois que vous dites que vous connaissez nécessairement que blablabla, en réalité, pas du tout. Et ce que Kant veut faire, c'est dire, si, on peut avoir des connaissances nécessaires. Alors, je présente ces diapos, puis on fait une pause. Donc, Kant veut sauver l'existence des vérités nécessaires. Il dit aussi qu'il veut sauver la métaphysique. Mais qu'est-ce que c'est que la métaphysique, d'après Kant? Nous, quand on parle de métaphysique, aujourd'hui, je fais une petite parenthèse, quand on parle de métaphysique, quand on fait les cours d'introduction à la métaphysique, ou quand vous lisez des ouvrages contemporains de métaphysique, ce qu'on entend par métaphysique, typiquement, c'est la discipline philosophique qui s'occupe de décrire, de faire l'inventaire des choses qui existent dans le monde et de dire ce qu'elles sont. Dire, est-ce qu'il y a des événements, est-ce qu'il y a des objets, est-ce que les tables ont des parties temporelles, est-ce qu'il y a des personnes, à quelles conditions plusieurs choses en forment une autre, qu'est-ce que le temps, qu'est-ce que l'espace, etc. Ce type de questions-là. On essaye de faire l'inventaire des choses qu'il y a dans le monde, leur existence et leur nature, on dit parfois. C'est la manière dont on décrivait la métaphysique avant Kant. C'est la manière dont Descartes pensait à la métaphysique, c'est la manière dont Aristote pensait à la métaphysique, dont les scolastiques pensaient à la métaphysique. C'est la manière dont aujourd'hui on pense à la métaphysique. Mais Kant va introduire une manière complètement idiosyncratique de parler de métaphysique qui va avoir une influence importante. Et il faut bien voir qu'il y a un changement de sens ici. Qu'est-ce que Kant appelle la métaphysique? Troisième puce, métaphysique selon Kant. Qu'est-ce que c'est que la métaphysique? C'est les connaissances que la raison peut rechercher indépendamment de l'expérience. Autrement dit encore,
l'inventaire de tout ce que nous possédons par la raison pure. Donc vous voyez que dans la définition kantienne de la métaphysique, en général quand vous faites de la métaphysique, on dit on va oublier les questions épistémologiques. On ne va pas se demander qu'est-ce que c'est que connaître. Ça c'est pour le professeur Chevary-Cossette, c'est pour les épistémologues. Okay. Nous en métaphysique, on veut savoir ce qu'il y a. Regardez comment Kant définit la métaphysique. Les connaissances que la raison peut rechercher indépendamment de l'expérience. L'inventaire de tout ce que nous possédons par la raison pure. Qu'est-ce que c'est la métaphysique pour Kant? C'est plus l'inventaire de ce qui existe dans le monde, c'est tout ce qu'on peut connaître a priori. D'accord? C'est juste ça la métaphysique. La métaphysique concerne la connaissance a priori. Dès que vous vous intéressez sur les aux connaissances a priori, vous faites de la métaphysique. Et qu'est-ce qu'on appelle une connaissance a priori? C'est déjà un terme qui, vous allez voir qu'il y a beaucoup de jargon chez Kant, mais c'est un terme qui prend son essor avec la philosophie kantienne. A priori, dans le sens philosophique devenu usuel aujourd'hui, c'est une connaissance qui est indépendante de toute expérience. Des choses que vous pouvez savoir sans vos yeux, sans vos oreilles. Okay. Je vous reprends l'exemple, pardon, je ne varie pas beaucoup. Pour savoir qu'il pleut aujourd'hui, vous avez besoin de vos yeux, de vos oreilles, de votre peau, n'importe quoi. Vous avez besoin de sentir que vous êtes un peu mouillé. Ou ça, il faut d'une manière ou d'une autre utiliser vos sens. Ou le témoignage de quelqu'un qui est sorti, qui vous a dit je suis sorti, il ne fait pas beau. Par contre, pour savoir qu'aujourd'hui, soit il pleut, soit il ne pleut pas, vous pouvez fermer vos yeux, vous pouvez fermer toutes les écoutilles, parler à personne et le savoir juste par votre raison pure. Ça, c'est une connaissance purement a priori. Le problème de cette connaissance a priori, c'est qu'elle ne nous dit pas grand-chose. Et le projet de Kant, c'est de dire qu'on peut savoir plus de manière a priori que ces sortes de trivialités logiques du type soit il pleut, soit il ne pleut pas. Donc voici ce que Kant dit sur la métaphysique. La métaphysique n'est autre chose, en effet, que l'inventaire systématiquement ordonné, jusqu'ici tout va bien, c'est ce que nous on appelle la métaphysique, de toutes les richesses que nous devons à la raison pure. Grande restriction, ok? On ne fait pas l'inventaire de tout ce qui existe, on fait l'inventaire de toutes les richesses qu'on doit à la raison pure. C'est vraiment une redéfinition de ce qu'on a appelé la métaphysique jusqu'ici. D'abord, en ce qui concerne les sources d'une connaissance métaphysique, le concept d'une pareille connaissance nous apprend déjà qu'elle ne peut être empirique. Donc, il a le concept de la connaissance métaphysique, je ne sais pas où il l'a attrapé, mais il regarde ce concept et il dit ça nous apprend que la métaphysique ne peut jamais être empirique. Ces principes métaphysiques ne doivent jamais être tirés de l'expérience, car elle ne doit pas être une connaissance physique, mais au contraire une connaissance métaphysique, c'est-à-dire une connaissance qui dépasse l'expérience. Aussi ne devra-t-elle se fonder ni sur une expérience externe, qui est la source de la physique proprement dite, ni sur une expérience interne, qui est le fondement de la psychologie empirique. C'est donc une connaissance a priori, c'est-à-dire une connaissance d'entendement pur et de raison pure. Okay. Donc la métaphysique, c'est la connaissance a priori, tout ce qu'on peut, en fermant nos yeux, connaître. Imaginez que Hume dise ça. Hume dit, je suis d'accord avec toi, c'est ça la métaphysique, et c'est bien la preuve que c'est, faut vraiment pas faire de la métaphysique, c'est n'importe quoi. Ce qu'on peut connaître par l'expérience, sans l'expérience, c'est absurde cette histoire. Et ce que Kant veut faire, c'est dire, mais non, il y a plein de choses qu'on peut connaître en fermant les yeux, et je vais vous montrer maintenant tout ce qu'on peut connaître en fermant les yeux. On va voir que l'ambition de Kant, c'est de dire, après moi, j'aurai fini la métaphysique. Okay. Il n'y aura plus de métaphysique à faire. Donc, suivez bien ce cours, parce que peut-être qu'on va clore le chapitre métaphysique. Peut-être pas aujourd'hui, mais la prochaine fois. On fait une petite pause de 12 minutes, on reprend à 15. Bien, donc on reprend sur Kant. Donc on peut sortir la métaphysique de la critique humaine. Et il définit la métaphysique comme une connaissance a priori. D'accord ? L'ensemble des choses qu'on peut connaître par la raison. J'insiste un peu sur le but de Kant ici, parce que c'est un auteur très difficile à lire, avec des très longues phrases, beaucoup de jargon, de vocabulaire un peu idiosacratique,
et on perd parfois le fil de sa pensée. C'est pas toujours évident de dire ouais, où est-ce qu'il veut aller, qu'est-ce qu'il veut faire. Mais si vous lisez les deux préfaces, là aujourd'hui je vous parle particulièrement de ça, les deux préfaces de la critique de la raison pure, la préface de la première édition et de la seconde édition, que je vous invite à lire pour la prochaine fois, qui sont des textes assez courts, hein, c'est 10 pages et 20 pages. Vous comprenez, ça vous permet bien de voir la direction générale que donne Kant. Il y a des inflexions, il y a aussi des hésitations parfois, mais en tout cas, jusqu'ici, c'est très clair. Okay, il veut sauver la métaphysique. Ce qui revient à dire, il veut montrer qu'on peut avoir des connaissances a priori. Ce qui revient à dire, il veut montrer que la raison peut atteindre des connaissances sans l'aide de l'expérience. Ce qui revient à dire, il veut montrer que la métaphysique est possible. Okay, il dit clairement dans la première préface, la seule question soulevée ici est alors de savoir quelle peut être l'ampleur des résultats qu'il m'est permis d'espérer obtenir avec la raison s'ils me sont retirés toute manière et toute aide de l'expérience. Okay, donc vous voyez bien que le projet, il est foncièrement anti-humien. D'accord, qu'est-ce qu'on peut connaître s'il n'y a pas d'expérience? Plus que ce que dit Hume. Alors comment est-ce que Kant va montrer ça? Donc il veut comprendre comment la métaphysique est possible, il veut comprendre, pardon, là je me répète, comment est-ce que la raison peut atteindre des connaissances indépendamment de l'expérience. Si vous regardez ces questions de départ, elles ont un certain nombre de caractéristiques qui méritent d'être relevées. D'une part, Kant présente très souvent son projet comme un projet métathéorique. Qu'est-ce qu'on veut dire? On n'est pas en train de parler de quelque chose dans le monde, on est en train de parler d'une discipline, d'une branche de la philosophie, la métaphysique, et puis on est en train de dire je veux sauver la métaphysique. Okay, vous voyez que c'est une question très différente dans sa formulation que la question de savoir j'aimerais comprendre ce que c'est qu'une émotion. J'aimerais savoir si l'État est légitime. Okay, ça, c'est des questions qui sont des questions de premier ordre, de premier degré. Vous prenez un certain nombre de phénomènes et puis vous voulez comprendre ces phénomènes-là. Là, vous avez une question sur une discipline, déjà. Il y a ce qu'on appelle parfois une ascension. On veut savoir si la métaphysique est possible. Okay, le deuxième aspect qui mérite d'être noté dans l'approche de Kant, c'est que d'emblée, c'est une question qui est posée en termes épistémologiques. La métaphysique elle-même est définie en termes épistémologiques. Épistémologique, ça veut dire qu'après à la connaissance. Qu'est-ce que c'est qu'on veut savoir? On veut savoir si une connaissance a priori serait possible. D'accord? C'est pas la métaphysique à l'Aristote de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le monde, est-ce qu'il y a de la forme, de la matière, l'individuation, etc. Non, au départ, c'est posé en termes de connaissance. Et puis, troisième aspect de la question que pose Kant, c'est une question qu'on va appeler transcendantale. Qu'est-ce que veut dire transcendantale? J'ai mis un petit R pour vous marquer les termes du jargon kantien. Il va y en avoir quelques-uns, j'ai mis dans la première section, parce que c'est des termes qui sont pour certains devenus presque des usages standards en philosophie, mais qui sont introduits par Kant. Qu'est-ce que Kant appelle une question transcendantale? C'est une question qui porte sur les conditions de possibilité d'une chose. Okay, donc si vous posez une question du type « à quelles conditions quelque chose est possible ?», ça c'est ce que Kant appelle une question transcendantale. Et la question qu'il va poser au sujet de la métaphysique, c'est la métaphysique est-elle possible? À quelles conditions pourrait-on connaître quelque chose de manière a priori? Une manière un peu contournée de poser la question. Donc si vous êtes comme moi, si vous êtes comme Reed, si vous êtes comme Aristote, que vous aimez les questions premier degré au sujet du monde, où on ne fait pas des circonvolutions, ça c'est un peu agaçant, d'accord? On ne parle pas directement du monde, on parle d'une théorie au sujet du monde, on se demande à quelles conditions une théorie au sujet du monde serait possible. Grand Dieu, on ne peut pas nous parler un peu des tables, des chats, des chaises. Non, ce n'est pas la manière de bien faire de la philosophie. Pour Kant, il faut partir de cette approche qui est un peu en surplomb par rapport à la connaissance, aux théories et aux conditions de possibilité de la connaissance. Okay, donc une question transcendantale, c'est une question qui porte sur les conditions de possibilité de quelque chose. À quelles conditions quelque chose est possible? Une formulation dont Kant use et abuse. Okay. Alors, ça c'est le projet kantien général. Ce que je voudrais faire dans les 40 minutes qui nous restent aujourd'hui, c'est d'une part vous donner un premier pas vers la solution et ensuite vous donner l'esprit général de la solution de Kant. Le premier pas vers la solution qu'on va voir maintenant, c'est la notion introduite par Kant qui est l'idée d'une connaissance ou de jugement qui sont synthétiques et a priori. Là encore, c'est du jargon kantien. On va essayer de voir ce que ça veut dire. Okay. Et pour bien comprendre ce dont il retourne ici, il faut revenir à la distinction centrale de Hume entre
deux types de connaissances. Souvenez-vous, il y a la connaissance des matter of fact, que Kant va appeler la connaissance empirique, a posteriori. Et puis, Hume disait, il y a la connaissance des relations of ideas. Autrement dit, la connaissance des relations d'idées, la connaissance de la logique. Ça, c'est la connaissance a priori. C'est ce que Kant va appeler la connaissance analytique. D'accord ? Alors, qu'est-ce que Kant appelle maintenant le synthétique ? Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle notion de synthétique ? En première approximation, une connaissance synthétique pour Kant, c'est une connaissance qui nous apprend quelque chose de nouveau, qui est non triviale, qui est informative ou qui est substantielle. Si je vous dis soit il pleut, soit il ne pleut pas, ça, c'est pas une connaissance synthétique. L'opposé de synthétique, c'est analytique. Ça vous dit rien si je vous dis. Vous savez, comme dit Wittgenstein, vous ne savez absolument rien du temps qu'il fait si vous apprenez que soit il pleut, soit il ne pleut pas. D'accord ? C'est creux comme connaissance. Comprenez ça comme ça au départ. Et c'est pas dit qu'il y ait tellement, que ce soit facile d'en dire beaucoup plus que cette intuition qu'il y a des connaissances qui sont vides. Et Kant veut dire, de manière a priori, il y a des connaissances qui sont analytiques, là-dessus il est d'accord avec Hume, on peut connaître la logique de manière a priori, mais il y a aussi des connaissances qui sont synthétiques. A priori, on peut avoir des connaissances qui ne sont pas triviales. Sans nos yeux, sans notre expérience, on peut avoir des connaissances qui ne sont pas triviales. Donc le grand projet de Kant, c'est de dire, je vais vous montrer qu'il y a des connaissances synthétiques a priori. Et là, Hume n'est pas d'accord, évidemment. Connaissances a priori, Hume dit oui, mais elles sont juste analytiques, c'est la logique. Connaissances synthétiques, autrement dit, qui nous disent quelque chose, Hume dit oui, mais ça, il faut ouvrir les yeux. Okay, il pleut, c'est un énoncé synthétique, ça nous apprend quelque chose, c'est pas trivial. Par contre, synthétique, a priori, là, Hume dit bonne chance. Okay, c'est juste, soit ça vient de la raison et c'est creux, soit ça vient des sens et c'est pas creux, mais qui vient de la raison et qui est pas creux, là, ça n'existe pas. Et c'est précisément le projet de Kant de défendre ça. Okay, donc j'enfonce le clou. Pour Hume, vous avez deux types de connaissances, et là, je reprends les labels kantiens. Vous avez les connaissances analytiques et les connaissances empiriques. Julie sourit ou ne sourit pas. Aucun célibataire n'est marié. Tout ça, c'est des connaissances analytiques. Un Suisse sur deux vit avec un salaire inférieur au salaire médian. Ça, c'est une connaissance analytique. Ça vous saute peut-être pas aux yeux. Si vous trouvez que c'est une injustice crasse, c'est que vous n'avez pas compris ce que c'est qu'un salaire médian. D'accord ? Le salaire médian, c'est juste le salaire où il y a la moitié qui vit au-dessus et la moitié qui vit en dessous. Donc vous n'allez pas dire « Ah, mais c'est dégueulasse, il y en a la moitié qui vit sous le salaire médian. » Ben non, c'est ce que c'est que le salaire médian. Vous ne pourrez jamais changer ça. Tout ça, c'est des connaissances analytiques qui, en fait, nous disent rien, d'accord, du monde. Par la raison, vous pouvez les découvrir. Maintenant, vous avez des connaissances empiriques. Julie sourit. Jean est célibataire. Un Suisse sur deux vit avec un salaire inférieur à 6 500 francs. Ça, c'est quelque chose d'empirique, d'accord ? Parce que ça aurait pu être un salaire inférieur à 3 000 francs ou un salaire inférieur à 7 000 francs. C'est effectivement, en gros, le salaire médian en Suisse, 6 500 francs. Donc, pour Hume, il n'y a pas de troisième option entre ces deux types de connaissances. Okay ? Soit vous en avez des creuses qui viennent de la raison, soit vous en avez des substantielles qui viennent de l'expérience. Que dit Kant ? Kant dit, eh bien David, tu as oublié quelque chose de crucial, c'est qu'entre les deux, il y a un certain nombre de connaissances qui ne sont pas analytiques, autrement dit qui ne sont pas triviales, et qui ne sont pas empiriques non plus, autrement dit qui ne viennent pas de l'expérience, et c'est ce que j'appelle les connaissances synthétiques a priori. D'accord ? Cette expression synthétique a priori, c'est une des marques de fabrique de la philosophie de Kant. D'accord ? Si vous voulez mettre le doigt sur en quoi Kant s'oppose à Hume, c'est précisément ça. Hume Kant qu'il y a des connaissances et donc des jugements synthétiques a priori. Kant pense ça, pardon, j'ai dit Hume, je crois. Kant pense qu'il y a des connaissances synthétiques a priori et des jugements synthétiques a priori, ce que Hume rejette. C'est évidemment pas la terminologie de Hume, mais modulo la terminologie, Hume est foncièrement hostile à ça. Mathéo. Je me demande en fait en quoi le projet de Kant diffère du projet de Descartes, qui veut aussi repartir, rejeter de l'expérience, revenir, partir quand même de quelque chose de très rationnel plus que empirique. Alors, il y a certainement des points communs. On verra ça notamment dans ce qu'on avait appelé la déduction transcendantale des catégories et l'idée de Kant que citation célèbre de Kant, le « je pense » accompagne toutes mes représentations, et beaucoup ont rapproché ça du cogito de Descartes. Mais pour Kant, Descartes est arrangé du côté des rationalistes et des philosophes qui sont trop rationalistes. Hein. Donc Kant, ici, je vous le présente en opposition à Hume, et lui-même se pose en opposition à Hume, donc ça donne l'impression qu'il est complètement à l'opposé de l'expérience. Mais Kant pense vraiment que l'expérience
est crucial, d'accord? Il pense qu'on ne peut pas se passer de l'expérience. Il y a une célèbre citation, je sais même dans quel ordre la mettre, c'est et je ne sais même plus les termes exacts, mais en gros, c'est la raison sans l'expérience est aveugle et l'expérience sans la raison est orpheline. Je vous donnerai la citation précise un peu plus tard, excusez-moi, j'ai une très mauvaise mémoire. Donc les deux sont interdépendants. Okay, donc dans ce sens-là, ce que Kant reprocherait à Descartes et aux autres philosophes anti-empiristes avant lui, c'est d'aller trop du côté de la raison, certainement. Mais surtout, l'originalité du projet de Kant, c'est qu'il répond... Descartes répond à une forme de scepticisme, mais qui est juste le scepticisme de quelqu'un qui voudrait nous tromper tout le temps. Okay, c'est pas le scepticisme de Hume. Souvenez-vous ce que c'est que le scepticisme de Hume. Le scepticisme de Hume, c'est un scepticisme qui vient de considérations sur de quoi on peut faire l'expérience. D'accord, de finalement assez peu de choses. Et si on veut croire que ce qu'on voit, ce qui n'est pas du tout la notion de scepticisme de Descartes, qui pense justement qu'il nous faut des raisons de croire ce qu'on voit, Hume dit non, on a par défaut des raisons de croire ce qu'on voit, mais il y a peu de choses qu'on voit. Donc, à l'arrivée, ça fait qu'on doit passer par-dessus bord un grand nombre de nos connaissances. Et c'est à ce scepticisme-là, humien et non pas cartésien, que veut répondre Kant. Alors, où est-ce qu'on en est exactement? Je vous ai dit, le but de Kant, c'est de justifier qu'on peut avoir une connaissance substantielle a priori, indépendamment d'expérience, qu'on peut avoir une connaissance synthétique a priori. Okay, mais tout ce qu'on a fait là... donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous faut préciser un peu plus précisément ce qu'on entend par là, mais surtout, et ça va être le point central, et j'espère que ça devrait aller, y arriver dans ma minute, expliquer en quoi ces jugements, cette connaissance a priori est possible. Okay, parce que là, on est en train de parler de jugement synthétique a priori, on est en train de donner un nouveau nom au problème, en fait. On veut savoir comment la métaphysique est possible, parce qu'il peut y avoir des connaissances synthétiques a priori. Ok, on peut gonfler, dire moi je fais des connaissances synthétiques a priori. Mais en quoi on a résolu le problème de Hume? Jusqu'ici, on n'a pas résolu, d'accord? Comment est-ce que par la raison, on peut connaître quelque chose de substantiel? Et c'est vers ça qu'on va. Alors, essayons d'abord de bien voir la distinction introduite par Kant entre les jugements analytiques et les jugements synthétiques. Kant en donne diverses caractérisations, mais celle qui est la plus saillante, c'est la suivante. Qu'est-ce que c'est qu'un jugement analytique? C'est un jugement dans lequel le concept du prédicat est contenu dans le concept du sujet. Donc tous les jugements pour Kant sont de la forme sujet-prédicat. Okay, Kant retient la logique aristotélicienne, qui considère comme une science close et achevée, à tort, comme vous le savez dorénavant. Et il pense, par ailleurs, que vous avez certaines phrases dans lesquelles la notion du prédicat est contenue dans la notion du sujet. Voici l'exemple que donne Kant. Tout corps est étendu. Pour Kant, c'est un jugement analytique, car d'après lui, le concept d'étendu, il est contenu dans le concept de corps. Si vous comprenez ce que c'est qu'un corps, forcément ce corps sera étendu. Okay. Donc pour Kant, ça c'est un jugement qui est analytique, et le corollaire de cette notion de jugement analytique, ce qui était accepté par Hume, c'est que si vous niez un jugement analytique, vous arrivez à une contradiction. Tout corps n'est pas étendu, ce n'est pas explicitement une contradiction, mais si vous déployez le concept de corps, vous voyez qu'un corps est étendu, donc vous êtes en train de dire tout objet qui est étendu n'est pas étendu. Alors, vous pouvez être un peu étonné par cet exemple-là, qui est peut-être pas le plus évident, et vous verrez qu'après, l'exemple que donne Kant de jugement synthétique n'est pas beaucoup plus évident, mais prenez peut-être des notions un exemple beaucoup plus standard, c'est si vous dites tout célibataire est marié, et non marié, pardon, tout célibataire est non marié, tout célibataire est marié, c'est une contradiction, tout célibataire est non marié, ça pour Kant, c'est un exemple prototypique d'énoncé analytique, parce que qu'est-ce que c'est qu'un célibataire? C'est précisément quelqu'un qui n'est pas marié. Okay. Donc vous apprenez rien quand vous savez qu'un célibataire n'est pas marié. La notion d'être non marié est contenue dans la notion du célibataire, du sujet. Alors, que font les jugements analytiques? Et puis ici, Kant a une belle métaphore. Il dit que les jugements analytiques, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils déplient ce qu'il y a dans le sujet. Okay, donc vous avez la notion de célibataire, puis vous l'imaginez comme une série de plis, puis vous dépliez la notion de célibataire, puis vous voyez qu'à l'intérieur, il y a non marié. Okay, donc un jugement analytique, c'est juste quelque chose qui fait ressortir ce qui est déjà là dans le sujet. Hein, vous allez prendre le sujet, vous le détricotez, vous le déployez, et puis il vous apparaît clairement
que si c'est un corps, c'est étendu, si c'est un célibataire, c'est non marié. Okay, ça n'ajoute rien, ça fait que déplier ce qui est déjà présent ici. Qu'est-ce que c'est qu'un jugement synthétique? Eh bien, à l'opposé, c'est un jugement dans lequel le concept du prédicat n'est pas contenu dans le concept du sujet. Okay. Et là, l'exemple que donne Kant, c'est l'exemple suivant. Si vous dites tout corps est lourd, d'après Kant, ça c'est un jugement synthétique. Et c'est censé vous frapper comme un jugement synthétique. Pourquoi? Parce que d'après Kant, le concept de poids n'est pas contenu dans le concept de corps. Donc, je vois que vous froncez les sourcils, et moi aussi je ne trouve pas du tout l'exemple bien choisi. Ça ne semble pas aller de soi que la notion d'étendue soit contenue dans le concept de corps, alors que la notion de poids n'est pas contenue dans le concept de corps. Et vous avez mentionné Descartes, souvenez-vous ce que c'est qu'un corps pour Descartes. Un corps, c'est l'étendue. Okay, il y a quand même un impact très fort de la philosophie cartésienne. Souvenez-vous que pour Hume, la notion, souvenez-vous que pour Hume, il y a quelque chose d'un peu similaire. L'espace, l'étendue, ça va, il n'y a pas de problème parce qu'on peut le percevoir. Les notions de poids, de force, de causalité, c'est un peu suspect. Okay, donc, l'idée que tout corps est étendu, c'est quelque chose de relativement standard. C'est peut-être pour ça que quand on prend l'exemple, toutes les personnes autour de lui, que ce soit Newton, Kant, Descartes, acceptent que si quelque chose est un corps, alors il a une certaine extension. D'accord. En revanche, l'idée que tout corps est lourd, ben ça va être plus controversé. Et c'est pour ça, peut-être, que Kant utilise cet exemple-là. Alors peut-être l'exemple est mal choisi, mais ce qu'il faut comprendre, c'est l'idée de Kant, ici. Donc, d'après Kant, tout corps est étendu. C'est un énoncé analytique parce que la notion d'étendue, elle est contenue dans la notion de corps, tandis que tout corps est lourd, ça c'est un énoncé synthétique parce que la notion de lourdeur n'est pas contenue dans la notion de corps. Okay. Ça c'est l'idée du contraste. Mélina. Mais si je nier ces jugements aboutit à une contradiction, est-ce que du coup ça veut dire l'inverse, ça aboutit toujours à une contradiction ou pas? Oui, toujours. Si vous dites un célibataire n'est pas marié, si vous dites il n'est pas le cas que les célibataires sont mariés, ça c'est une contradiction. Elle ne se voit pas, logiquement, c'est pas une contradiction à strictement parler. Si vous donnez ça, vous avez évalué ça en logique, c'est pas une contradiction. Vous n'êtes pas en train de dire P et non P. Mais en fait, dès que vous dépliez ce qu'on veut dire par un célibataire, vous êtes en train de dire toute personne qui n'est pas mariée est mariée. Et ça, c'est une contradiction. Dans tous les cas, l'inverse, ça mène forcément à une contradiction. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a jamais d'exception. Si vous niez un jugement analytique, vous avez toujours une contradiction. Okay. Parce que si vous niez un énoncé synthétique, vous n'avez jamais de contradiction. Okay. Oui. Mais à selon Kant, comment on connaît le contenu du concept? Vaste question ici. Hein. Comment est-ce qu'on... C'est vrai qu'il y a des choses... Il a déjà fait 2 jugements sur comment est-ce qu'on connaît les contenus des concepts. Il dit le corps, hein, là l'exemple on est un peu étonné. Il a dit précédemment la métaphysique, il a dit on voit très clairement la notion de métaphysique, que c'est la notion d'une connaissance pure a priori. Si on ne voit pas très clairement, comment on fait? Alors, il y a un certain nombre d'hypothèses qui semblent admettre, qui sont peut-être des hypothèses dues à son temps, qui sont peut-être des hypothèses dues au contexte, mais plus généralement, il y a quand même l'idée qu'on se comprend, on peut ne pas être d'accord avec la manière dont Kant déploie un concept, mais il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on s'entend et où on voit bien que, comment dire, c'est peut-être juste des mauvais choix d'exemple. Mais on n'a pas forcément besoin de répondre à la question comment on connaît les concepts pour se rendre compte qu'on a des concepts assez clairs. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Les meilleurs exemples de vérité conceptuelle ou analytique qui sont peu controversés, c'est ce qu'on appelle parfois les erreurs de catégorie. Si je vous dis cette table ne peut pas prouver le théorème de Fermat. Oui, enfin, ça semble être le... Et pourquoi est-ce que ça semble vrai? Parce qu'une table, c'est pas le genre de chose qui peut faire des preuves mathématiques. Une proposition ne peut pas dormir, ce genre de choses-là. Donc, après, le problème, quand on croit comme Kant, et pas que Kant, comme nous, beaucoup en philosophie, Kant a une influence spéciale en philosophie, sur toutes les propositions qu'on discute en philosophie, souvent, quand on vous dit... Attention, faites pas juste des thèses empiriques, allez pas juste répéter ce que disent des psychologues, des physiciens, des biologistes, essayez de donner une thèse philosophique originale, c'est qu'on croit qu'on peut dire de manière a priori un certain nombre de choses substantielles. D'accord ? Donc l'idée générale de Kant qu'il y a des jugements synthétiques a priori,
elle est largement admise au sein des philosophes, même si après, ils lui ont donné différentes formes. Pas unanimement admise, hein, vous avez une philosophie naturaliste après Quine qui rejette cette idée-là, et déjà Carnap, en partie. Mais en tout cas, on fait souvent ce présupposé-là. Oui, ça. Est-ce que vous auriez un exemple un peu plus saillant de jugement synthétique? Parce que Ouais. moi, je n'arrive pas trop à comprendre. Ah oui, bien sûr. Là, c'est synthétique. Les jugements synthétiques, c'est les plus faciles à trouver, hein. La vache court, il pleut, vous venez de poser une question. Tout ça, c'est des énoncés synthétiques, d'accord? Si vous les niez, vous n'avez pas de contradiction. Ok. Si on dit Mason n'a pas posé de question, c'est pas un énoncé contradictoire. Si on dit il ne pleut pas, c'est pas contradictoire. Si on dit la vache ne court pas, je sais pas ce que lui donner, c'est pas une contradiction. Donc ça, c'est un énoncé synthétique, d'accord? Avec synthétique, c'est bien le test de la contradiction parce que j'arrive tout de suite, André. Vous voyez bien que le fait que la négation génère une contradiction va bien avec l'idée que les énoncés analytiques sont vides. Quand est-ce que vous générez une contradiction? C'est typiquement quand vous niez un énoncé creux, okay? Quand vous niez une espèce de trivialité, une vérité de la palisse, vous la niez, vous dites ah bah oui, ça c'est forcément contradictoire. L'eau ça mouille. Alors est-ce que c'est dans la notion de descendre en haut, toutes ces choses-là? Il est descendu en bas. On fait toujours le même genre de blague là-dessus parce qu'en fait on voit bien qu'il y a quelque chose de contradictoire à nier ces choses-là parce qu'en fait elles disent des banalités et des trivialités. André et puis Cyril ensuite. Mais comme vous dites, il peut, par exemple, là on n'a que un prédicat, on n'a pas de sujet. Non, on n'a qu'un. Ah oui, alors c'est très compliqué, il pleut en fait. C'est un exemple qu'on en donne toujours, mais qui est compliqué. C'est quoi le sujet de il pleut? Il, c'est qui normalement déjà? C'est un pronom, mais là c'est qui la personne qui pleut? C'est Mathéo qui pleut? Non, c'est pas le. Donc c'est ici, il y a un certain état qui est réalisé. Donc là-dessus, il y a des. Mais la vache court, ça va mieux. Difficile, c'est. Ah, là, je sais pas le temps. Hein. Et vous voyez qu'il est dans la logique aristotélicienne, donc ce qu'il appelle un sujet, c'est déjà, en général, ça va être ce que nous, on appellera plutôt une description définie aujourd'hui. C'est-à-dire le sujet, c'est pas X, c'est pas juste un nom, mais c'est déjà quelque chose qui contient une description. Si vous dites la vache court, comment est-ce qu'on traduit ça? Nous, on dit il y a un seul individu tel que cet individu est une vache et que cet individu court. Okay. Et là, vous dites dans la prédicat être une vache est contenu n'est pas contenu le prédicat de courir. Donc nous, on va rapprocher. En fait, vache, on va comprendre ça en termes de prédicat. Lui, il comprend ça en termes de sujet parce qu'il accepte la syllogistique aristotélicienne. Mais ça, c'est ce que nous, on pense une fois qu'on a fait de la logique des prédicats. Mais avant d'avoir fait de la logique des prédicats, c'est très intuitif. Vous dites la vache court, la vache c'est le sujet, court c'est le prédicat. Toutes les vaches courent pas, le courir c'est pas contenu dans une vache, donc ça c'est un énoncé synthétique. La vache rumine, ça c'est plus compliqué. Est-ce qu'il y a des vaches qui ruminent pas? Est-ce que c'est contenu dans ce que c'est qu'être une vache que de ruminer? Là-dessus il y a un petit peu plus de doute. Cyril et Méline ensuite. Je me demandais juste s'il y avait un exemple en tête et je me demandais si Kant considérait ces énoncés comme des jugements analytiques ou synthétiques. Si je dis par exemple que toute créature qui a un cœur a aussi un rein, c'est une connaissance qui est connue a posteriori. Ouais. Donc Kant refuse les. Là vous allez vers. Pour Kant, tout ce qui est. Alors on n'en a pas encore parlé, mais on va en parler. Pour Kant, toutes les énoncés nécessaires sont forcément des énoncés nécessaires de manière a priori. Donc, la nécessité pour Hume, elle est que dans la logique, il n'y en a pas dans l'expérience. Kant dit, non, il y a des énoncés nécessaires, synthétiques nécessaires, des énoncés qui nous disent quelque chose et qui sont nécessaires. Mais il n'y a pas d'énoncés nécessaires a posteriori, qu'on peut découvrir par l'expérience. Ça, faudra attendre beaucoup plus tard, le XXe siècle, avec Kripke, qui va mettre en avant un certain nombre d'énoncés qui disent, ah, mais, en fait, et puis une théorie des noms qui va dire, non, en fait, il y a des découvertes a posteriori sur des vérités qui sont nécessaires. Son exemple canonique, c'est l'eau est identique à H2O. Ça, c'est une vérité nécessaire a posteriori. On ne peut pas le savoir juste par la raison. Il fallait faire une découverte empirique, mais une fois qu'on l'a découvert, c'est nécessaire. D'accord? On voit que c'est nécessaire. Donc, il y a du nécessaire a posteriori. Okay? Mais ça, c'est pour plus tard. Okay? Pour l'instant, on part de juste Hume qui dit le nécessaire, c'est pour la raison, et le non nécessaire, c'est pour l'expérience. Et Kant qui va dire ouais, c'est vrai que le nécessaire c'est pour la raison, mais c'est pas juste pour la logique, il y a aussi des choses plus substantielles là-dessus.
Et pareil pour l'exemple que vous avez donné, tout ce qui a un cœur a un rein, s'il y a une nécessité ici, c'est une nécessité a posteriori, hein, qui est découverte par l'expérience. Et donc, c'est pas le type de choses qu'étudie Kant. Ça, il dirait, c'est un énoncé a posteriori, un énoncé empirique. Hein, et donc, pas nécessaire, contingent pour lui. Mélina. Euh, Est-ce que les jugements analytiques doivent être basés aussi sur des connaissances certaines ou pas forcément? Donc, par exemple, dire, vous avez pris l'exemple du célibataire est un non marié, Ouais. c'est bien ça. Est-ce que, par exemple, ça doit aussi être nécessairement vrai, basé sur une vérité ou pas forcément, mais qui du coup est quand même analytique, on va dire ça. Oui, oui, alors les énoncés, c'est un peu ce que j'étais en train de répondre à Cyril. Si par certaines vous entendez nécessaires, qui ne peuvent pas avoir d'exception, Plutôt dans une vérité, je sais pas comment qui dire. sont toujours vraies, qui ne pourraient pas être faux. Ouais. C'est ça qu'on veut dire par nécessaire. Est-ce que c'est ça? Hein? Nécessaire, ça veut dire une vérité, ça veut dire une vérité nécessaire, c'est quelque chose qui est vrai et qui pourrait en aucun cas être faux. Ok. Et dans ce sens-là, il y a quelque chose de certain ici. C'est souvent dans ce sens que quand tu utilises certain, quand il dit mettre la métaphysique sur la voie d'une science certaine, c'est pas certain en termes de certitude subjective, la certitude que recherche Descartes en disant est-ce que je peux vraiment être sûr que j'existe ou que les corps à l'extérieur. C'est certitude dans le sens, il ne peut pas y avoir d'exception. Okay, ça sera toujours vrai. Okay, c'est ce genre de vérité que recherche Kant ici. Et les vérités analytiques, il n'y a pas d'exception possible. Soit il pleut, soit il ne pleut pas. Vous ne pouvez pas écrire un roman de science-fiction avec et c'était un monde dans lequel à la fois il pleuvait et il ne pleuvait pas. Non, au même endroit, au même moment, non, on ne comprend pas. On peut violer les lois de la nature dans un roman de science-fiction. Et c'était un monde dans lequel on lâchait un stylo et il s'envolait. Ah, ça, aucun problème, c'est pas contradictoire. C'est une nécessité naturelle, mais c'est pas une nécessité logique. Les nécessités logiques, vous n'arrivez même pas à les nier en pensée, si vous voulez. Vous ne pouvez pas vous transporter dans un monde. Donc c'est dans ce sens-là où elles sont pas vérifiées. Donc c'est dans ce sens-là que c'est des vérités qui sont nécessaires. Et c'est ce que Kant appelle les certitudes. Hein, il ne peut pas y avoir d'exception à ça. Hein, ce n'est pas juste contingent qu'il n'y ait pas d'exception, c'est il ne pourrait en aucun cas y en avoir. Hein. Et le projet de Kant, maintenant que vous parlez de certitude, il utilise très souvent cette expression. Il dit de la même façon que Newton a mis la physique sur la voie d'une science certaine, de la même façon que Aristote a mis la logique sur la voie d'une science certaine, de la même façon que Euclide a mis les mathématiques sur la voie d'une science certaine, moi je vais mettre la métaphysique sur la voie d'une science certaine. Prolégomène à toute métaphysique future qui sera considérée comme une science certaine. Okay, on veut montrer qu'il y a des vérités métaphysiques qui sont éternelles, qui ne seront jamais fausses. Hein, ça, c'est le but de Kant. Et donc, ce sera des vérités synthétiques, mais a priori. Alors, je vous ai dit les jugements analytiques, l'exemple de Kant, c'est que c'est des jugements qui expliquent. Vous avez le prédicat, puis vous le déployez, vous dépliez le truc, puis vous regardez ce qu'il y a au milieu. Les jugements synthétiques, dit Kant, c'est des jugements qui sont amplifiants ou ampliatifs. Autrement dit, ils ajoutent quelque chose à ce qu'il y a dans le prédicat. Okay, vous avez beau regarder dans le prédicat, il n'y a rien, mais vous pouvez étendre. Je vous ai fait une très belle diapo. Enfin, je vous la mets. Voilà, c'est ça. Synthétique. C'est comme les tissus synthétiques. Ça, c'est un jugement analytique. Vous avez juste à déplier la serviette. Okay, vous ne pouvez pas étendre. Vous dépliez, vous regardez ce qu'il y a dedans. Ça, c'est la serviette célibataire que vous ouvrez. Vous voyez non marié à l'intérieur. Là, c'est la vache court. Vous avez beau regarder dans la vache, ça ne va pas, mais c'est un jugement synthétique parce que le jugement, il étire la connaissance, d'accord, il ajoute quelque chose à ce que vous connaissez. Ce n'était pas déjà présent là au départ. Et je reviens à ma citation de Kant ici. Dans tous les jugements où l'on conçoit le rapport d'un sujet à un prédicat, ce rapport est possible de deux manières. Ou bien le prédicat B appartient au sujet A, comme quelque chose de déjà contenu dans le concept A, ou bien B, quoique lié à ce contenu, est placé tout à fait en dehors de lui. Dans le premier cas, je nomme le jugement analytique, je l'appelle synthétique dans le second. On pourrait aussi nommer les premiers jugements des jugements explicatifs et les seconds des jugements extensifs. Les premiers, en effet, n'ajoutent rien, car le prédicat n'ajoutent rien par le prédicat au concept du sujet, mais ne font que le décomposer par le moyen de l'analyse en ces divers éléments déjà conçus avec lui, quoique d'une manière confuse. Les seconds, au contraire, ajoutent au concept du sujet un prédicat qui n'y était pas contenu et qu'aucune analyse n'aurait pu en faire sortir. Par exemple, quand je dis « tous les corps sont étendus », c'est là un jugement analytique, car je n'ai pas besoin de sortir du concept que j'attache au corps pour trouver l'étendu et l'unir avec lui.
il me suffit de le décomposer, le concept de corps, c'est-à-dire d'avoir conscience des éléments divers que je conçois toujours en lui pour y trouver ce prédicat. C'est donc un jugement analytique. Au contraire, quand je dis tous les corps sont pesants, ce prédicat est quelque chose d'entièrement différent de ce que je conçois dans l'idée que je me fais d'un corps en général. L'addition de ce prédicat forme donc un jugement synthétique. Okay. On va discuter de la pertinence de l'exemple, mais j'espère maintenant que la distinction est claire. Donc, on a des jugements analytiques a priori, tous les corps sont étendus. Jugement synthétique a priori, tous les corps sont pesants. Qu'est-ce que... Donc oui, mais je pense que c'est un peu une redite de ce que je vous ai dit là. Kant et Hume sont d'accord pour dire qu'il y a une distinction entre les jugements analytiques et les jugements synthétiques, mais ils ne sont pas d'accord sur l'extension de ces jugements. Et en particulier, on va voir que, vous vous souvenez que pour Hume, les mathématiques font partie des vérités analytiques, et on verra que pour Kant, elles font partie des vérités synthétiques. Donc, on va s'intéresser plus tard au jugement, à ce que Kant regroupe sous les vérités synthétiques. Pour l'instant, on n'a pas vraiment un bon test pour comprendre, pour chaque jugement, si on le met du côté analytique ou du côté synthétique. Kant va dire que les mathématiques sont des jugements synthétiques et nous apprennent quelque chose. Il va dire que la métaphysique contient uniquement des énoncés synthétiques, et il va aussi soutenir que certains principes des sciences de la nature, par exemple la troisième loi de Newton, à toute action correspond à une réaction égale et opposée, sont des vérités synthétiques a priori. Voilà d'autres exemples de jugements synthétiques a priori pour Kant. La somme d'un triangle fait 180 degrés. Pour Kant, ça c'est un jugement synthétique a priori. Ce qui peut être un peu étonnant, parce qu'on peut envie de dire, non, en fait, c'est juste qu'on a déployé notre concept de triangle, on peut avoir envie de le mettre là, avec d'autres vérités mathématiques. Mais pour Kant, pour des raisons sur lesquelles on va revenir, sur le rôle de l'intuition en mathématiques et en géométrie en particulier, ça relève des jugements synthétiques a priori. Autre exemple que donne Kant, la quantité de matière est toujours préservée, tout événement a une cause. Ça, c'est des choses qui nous apprennent quelque chose au sujet du monde, dit Kant, et qu'on peut savoir depuis notre fauteuil de philosophe. Mais ça... Mais dans le premier exemple, les corps sont pesants. Oui. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt analytique. Oui, moi aussi. Hein, c'est ce que j'ai essayé de dire avant. C'est pas, pour nous, l'exemple n'est pas vraiment frappant ici. Hein, si on veut savoir ce que c'est qu'un concept de corps, et il y a en réalité un petit débat à l'époque entre, vous avez Euler, le mathématicien dont vous avez déjà entendu parler, qui a écrit là-dessus. Vous avez Kant lui-même, à son époque pré-critique, qui a travaillé sur la notion de corps et de force. Eux ont une notion de corps en général qui dit, anti-cartésienne, qui dit que pour être un corps, il ne suffit pas d'avoir de l'étendue, il faut exercer, avoir un certain poids, exercer certaines forces, qui rajoute une notion qu'on appelle parfois dynamique à la notion de corps. Si vous avez juste de l'étendue, vous n'avez pas un corps. Vous pouvez avoir de l'espace vide ou des fantômes, ce n'est pas vraiment des corps. Pour avoir des corps, il faut en plus quelque chose, il faut que ça résiste, il faut que ça pèse. Donc ça fait partie du concept de corps. Okay, si c'est ça votre intuition, moi je la partage. Il me semble que le concept de corps, ce n'est pas juste l'étendue. Donc on est, vous et moi, opposés à Descartes. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est peut-être juste un mauvais choix d'exemple de Kant, qui est expliqué par des contingences historiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est moins le choix des exemples ici, pour l'instant, que la distinction synthétique-analytique. D'accord. Mais... Est-ce qu'on peut passer d'un jugement à l'autre pour une chose? Par exemple, dire qu'un arbre grandit parce que c'est naturel qu'on voit un arbre qui pousse, ça a toujours été comme ça serait un jugement analytique a priori? Non, un arbre grandit, ça... Bah, tout va dépendre de... Est-ce que c'est dans la notion d'un arbre que l'arbre grandit, okay, dans le concept d'arbre que l'arbre grandit. C'est la question que posait Mathéo tout à l'heure. Comment on fait pour savoir ce qu'il y a dans le concept d'arbre? Et là, on est un peu démuni avec ce que nous a dit Kant jusqu'à maintenant, parce qu'il donne des exemples où c'est... Ouais, on a envie... Donc, mais ça, vous dites ça, on a envie de le mettre ici. Moi, je trouve que les énoncés mathématiques, on a envie de les mettre ici. Il me semble que quand on dit les angles d'un triangle, c'est qu'on comprend la notion d'un triangle et en fait, c'est juste qu'on a creusé un petit peu ce triangle, on a envie de les mettre là. On va voir comment on dit ça. Et vous dites maintenant, un arbre grandit. On peut avoir un peu la même doute. Est-ce que c'est notre concept, est-ce que grandir, c'est dans le concept d'un arbre? Ou est-ce qu'il pourrait y avoir un arbre qui grandit pas du tout? Peut-être que c'est pas vraiment contradictoire. Un arbre qui a toujours été grand. Il est arrivé, boum, d'un coup comme ça. Et puis... C'est comme ça justement et qu'on parle du principe que oui, du coup, c'est un jugement synthétique à priori d'un arbre qui grandit et qu'imaginons il se fait attaquer par un champignon et que d'un coup il n'arrive plus à grandir. Est-ce que ça devient un jugement analytique a priori? Cet arbre n'est pas comme les autres et que ça fait qu'il a une maladie? Du coup, de base, on partait du principe que ça allait être un jugement synthétique a priori, mais au fil du temps,
on se rend compte que ça devient un jugement analytique parce qu'il se fait attaquer par un faux Non. Alors, vous pouvez pas. Les jugements, ils appartiennent à une seule de ces catégories, ils ne peuvent pas voyager d'une catégorie à l'autre. Donc il peut y avoir une incertitude sur où ranger un jugement particulier. Je pense que l'arbre grandit. Pour Kant, ce serait clairement un jugement synthétique a posteriori. On constate que l'arbre grandit par l'expérience. Peut-être qu'il y a une petite discussion à avoir sur est-ce que dans le concept même d'un arbre, il y a la notion d'accroissement qui est nécessaire, mais qui fait partie d'une notion de concept d'arbre, mais ça paraît un peu tiré par les cheveux. Donc je pense que Kant le mettrait là. Mais si jamais il le mettait là, il ne pourrait pas repasser là. Okay, ce serait Donc vous vous dites, et d'ailleurs c'est pour ça sans doute que c'est une bonne raison de ce que vous venez de dire là, de le ranger ici, c'est que souvenez-vous que tout ça, pour Kant, c'est nécessaire. Il n'y a pas d'exception ici. Hein, c'est par rapport à votre question précédente. Il ne peut pas y avoir, c'est des vérités éternelles. Si c'est essentiel à un arbre de grandir, et qu'un arbre arrêtait de grandir, ben, il ne serait plus un arbre. D'accord ? C'est comme si vous aviez un célibataire qui se marie, ben, c'est plus un célibataire. D'accord ? Vous ne pouvez pas dire, hey, regardez, j'ai trouvé une exception, c'est un célibataire marié maintenant. Ben non, c'est juste plus un célibataire. D'accord ? Donc, donc l'arbre qui grandit et qui arrête de grandir, si c'est possible, en restant un arbre, ça suggère que la notion d'être d'un arbre, l'énoncé un arbre grandit, c'est un énoncé synthétique a posteriori, hein, parce que c'est pas nécessaire. Hein. Tout ça, c'est nécessaire. Du coup, les jugements, on ne peut pas changer de jugement au cours du temps. Ces jugements-là, bah, vous pouvez changer de jugement, vous pouvez changer ce que vous jugez, mais la valeur de vérité de ces jugements-là sera éternelle, toujours les mêmes. Il n'y a pas la somme des angles d'un triangle qui a fait 180 degrés. Bah, ça, c'était vrai à l'époque des Grecs, mais aujourd'hui, c'est 181, parce qu'évidemment, il y a un peu... Non, et ça ne marche pas, d'accord. Donc, ces jugements-là, s'ils sont vrais ou faux, ils sont toujours vrais, toujours faux. Okay. Indépendamment du fait qu'on les endosse ou pas. Hein. On a pu avoir des croyances fausses sur la somme des angles d'un triangle. Ça, c'est autre chose encore. Mais la valeur de vérité de ces jugements, elle est toujours la même dans le temps et même dans tous les mondes possibles. Matteo et André. C'est la situation, comme on parle de la philosophie contemporaine, c'est vu comme pertinent de rajouter cette troisième catégorie. Alors, ça a été, en deux mots, mais il faudrait que je vous fasse un point à un moment sur le... Parce que quand en faisant ça, il introduit une problématique qui va être discutée et qui l'est encore à certains égards aujourd'hui très longtemps. C'est-à-dire, est-ce qu'il a eu raison de faire ça? Okay. D'une part, et d'autre part, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Est-ce qu'on met seulement la mathématique? Est-ce qu'on met toutes les mathématiques, une partie des mathématiques, seulement la géométrie, mais pas l'arithmétique? Donc, il va y avoir un mouvement avec les débuts de la philosophie analytique, avec Carnap notamment, et puis Quine après, auquel je faisais allusion tout à l'heure, qui va consister à revenir à Hume. Autrement dit, à vider, à prendre au cas par cas les jugements synthétiques a priori, supposément synthétiques a priori, pour montrer qu'en réalité, ce sont juste des vérités logiques. Par exemple, si vous souscrivez au programme auquel plus personne ne souscrit à ma connaissance aujourd'hui, mais qui était le programme logiciste de départ de Russell, de vouloir réduire les mathématiques à la logique, si vous pensez qu'on peut réduire les mathématiques à la logique, alors vous pouvez dire, ben c'est facile, puisque la logique c'est uniquement des énoncés analytiques, les mathématiques ils ne sont pas du côté synthétique, ils sont du côté analytique. D'accord. Et ce que va faire Quine, alors Quine c'est encore pire, enfin pire ou mieux, j'en sais rien. Pour Kant vous avez ces trois choses-là. Pour Carnap, on essaye de vider le milieu, on revient à Hume, et puis Quine va dire, ben, en fait il n'y a même pas vraiment de différence entre énoncé a priori et énoncé a posteriori, parce qu'il va dire c'est le même type d'énoncé, il y en a juste qui sont plus éloignés de l'expérience. C'est une différence de degré. Il y a des énoncés qui sont plus éloignés de l'expérience, des énoncés qui sont plus proches de l'expérience, mais ce n'est pas une caractéristique, une frontière nette entre les énoncés fondés sur les jugements dérivés de l'expérience et ceux qui ne dérivent pas de l'expérience. Donc même les énoncés logiques dérivent de manière très lointaine de l'expérience pour Quine. Donc ça fixe un agenda très fort. Et puis ça, c'est encore très discuté aujourd'hui de savoir comment on doit comprendre le synthétique a priori. Vous voyez bien que quelque chose qu'on aime bien, nous les philosophes chez Kant, et même moi chez Kant, c'est le fait que ben ça c'est notre précaré, c'est à nous maintenant ça. D'accord. Vous faites de la philosophie, vous vous dites, bon ben là il y a ceux qui font de la physique, de la biologie, de la psychologie, là il y a ceux qui font de la logique, et puis nous on fait tout ça, des vérités nécessaires, a priori, et puis on peut arriver à des choses du type... si on promet, alors forcément, ça crée une obligation chez celui qui a promis et un droit chez celui à qui on a promis. Des thèses négatives du genre, du type,
si vous désirez quelque chose, alors il vous semble que ce que vous désirez est bon d'une certaine manière. Tout un tas de vérités ou de supposées vérités que les philosophes mettent en avant. Elles sont censées tomber là-dedans, des choses qui ne sont pas triviales, mais qu'on peut découvrir depuis notre fauteuil de philosophe. Okay, si Kant a tort, si Hume a raison, il reste assez peu de choses à faire pour nous philosophes en termes positifs. Hein. Oui, André. Mais du coup, je comprends en quoi elles sont a priori une sous-sélection, je comprends en quoi elles sont a priori, mais je comprends pas en quoi elles sont synthétiques. La quantité de matière est toujours préservée. Tout événement a une cause. Qu'est-ce que je peux vous... C'est ça que j'essaie de vous dire maintenant. Si je vous dis... si vous désirez quelque chose, vous le désirez toujours sous l'aspect du bien, qui est une vieille thèse aristotélicienne. Donc si vous ne pouvez pas désirer quelque chose sans que ce que vous désirez, vous semble positif d'une certaine manière. Ça, vous le savez de manière a priori. C'est pas contenu dans le concept de désir, a priori. Hein, c'est pas évident. Et ça semble nous apprendre quelque chose ici. À chaque fois qu'on en cherche, on ne les a pas sous la main. Je vous ferai une petite liste pour la prochaine fois d'énoncés possibles. Tous les énoncés sont sujets à des discussions, justement parce que les énoncés synthétiques a priori, parce qu'on va toujours dire « Ah non, en fait, il est a posteriori, en fait, il est… » Mais il y a au moins un certain nombre de candidats plausibles pour ces énoncés-là, okay, qui nous apprennent quelque chose et qui sont nécessaires et qu'on connaît a priori. Ça va alors, je ne vais pas avoir le temps d'arriver jusqu'à la solution, mais ce n'est pas grave. Ça vous mettra l'eau à la bouche pour la prochaine fois. Donc, jusqu'à maintenant, est-ce que ce que je vous disais précédemment, qu'est-ce qu'on a fait? Quand on arrive après Hume, il dit « Moi, je veux sauver la possibilité de la métaphysique. Je veux vous montrer qu'il y a une connaissance a priori possible. » Ok. Qu'est-ce que c'est que cette connaissance a priori? C'est la connaissance des jugements synthétiques a priori. Qu'est-ce qu'il a fait en disant ça? Il a juste, concrètement, il a précisé quel était le problème, il a donné un nom à la solution, mais il n'a pas donné la solution. Okay, parce que ce qu'on veut savoir maintenant, c'est s'il y a des énoncés comme ça. Et s'il y en a, comment est-ce qu'ils sont possibles? Et ce que je voudrais faire dans la dernière minute qui me reste ici, au moins pour vous mettre le doigt sur le problème, c'est... Voilà, je vais juste finir là, 168. Les dernières puces ici. Les 3 dernières puces. Pourquoi est-ce que ce serait un problème qu'on puisse connaître de manière a priori quelque chose au sujet du monde? Et dans une lettre qu'il écrit avant la critique de la raison pure à Marcus Hertz, quand il commence à douter de son rationalisme, Kant pose très bien le problème. Il dit, mais comment ce serait possible que depuis notre fauteuil, on apprenne quelque chose au sujet du monde, alors même que le monde n'est pas en train d'impacter nos sens ou nos oreilles. Est-ce qu'il y aurait comme une harmonie préétablie, comme le pense Leibniz, entre notre esprit et les choses à l'extérieur? Qu'est-ce qui fait qu'en fermant nos yeux, juste en réfléchissant, on peut découvrir quelque chose au sujet de ce qu'il y a en dehors? Comment des connaissances obtenues a priori, indépendamment de toute expérience, peuvent être conformes aux choses à l'extérieur? Okay, vous voyez que si vous avez la perception, comment ça se fait que je vois que Darien a pu l'orange? Eh bien, c'est facile. Comment je sais que Darien a pu l'orange? C'est facile, c'est la perception qui m'envoie ça. Okay, ma croyance se conforme à ma perception se conforme au monde. Donc là, ça va très bien avec les connaissances empiriques. Okay, mais comment je peux savoir que si un pull est orange, alors il n'est pas bleu? Et il ne peut pas être bleu. Hein, c'est impossible qu'il soit entièrement orange et entièrement bleu. Vous avez déjà vu un pull entièrement orange et entièrement bleu? Non, mais même si vous n'en avez jamais vu, ça ne suffit pas pour établir l'énoncé. C'est impossible, parce qu'il pourrait y en avoir un caché quelque part qu'on n'a pas découvert. Et pourtant, on a l'impression très forte que... voilà un autre énoncé, je vous cherchais tout à l'heure des exemples d'énoncés synthétiques a priori. Impossible que deux choses soient entièrement bleues, entièrement orange. Comment je peux savoir ça? Ça semble être une vérité au sujet du monde, c'est pas une vérité logique, semble-t-il. Et pourtant, il n'est pas venu par l'essence. Et ça, c'est le problème que se pose Kant maintenant, et c'est un problème qui est très bien vu, c'est de dire, c'est une vérité au sujet du monde, mais qui ne m'est pas donnée par l'essence. Qu'est-ce que c'est que cette magie des choses où je découvre au sujet du monde juste en fermant mes yeux, en réfléchissant? Comment ça marche?
Ok, comment mon esprit peut se conformer au monde sans avoir accès au monde? Ok, qu'est-ce que c'est que cette étrange magie? Cyril. Et vous ne pouvez pas répondre à ce genre d'exemple, justement, avec les deux autres catégories, c'est une somme de perception plus de logique. Ah, de dissoudre l'énoncé en question, mais ce serait comment concrètement? Alors, la stratégie en général peut être intéressante, mais comment est-ce que on l'articule ici? Donc, l'énoncé qu'on a, c'est il est impossible pour quoi que ce soit d'être à la fois entièrement bleu et entièrement orange. Enfin, une somme de dire tous les buts que j'ai entièrement bleus que j'ai vus étaient entièrement bleus, enfin, c'est bête. Uhum. Tout ce qui est entièrement d'une couleur ne peut pas être entièrement, enfin, ne peut pas contenir une autre couleur. Ouais, mais c'est cet énoncé-là qu'on veut en fait. Vous voyez? Tout ce qui est entièrement d'une autre couleur ne peut pas contenir une autre couleur. Ça, c'est pas un énoncé qui est logiquement vrai. Vous voyez, c'est pas contenu dans le concept de couleur au départ. Alors on pourrait dire oui, c'est ce qu'on devrait dire si on voulait le mettre du côté des énoncés analytiques. Quand vous voyez une couleur, quand vous pensez à une couleur, vous pouvez pas juste regarder la couleur et vous dites ah elle exclut toutes les autres. Ça semble être un drôle de concept de couleur de dire non, qu'est-ce que c'est qu'une couleur? Vous allez dire c'est quelque chose qui remplit un volume, une surface, qui a une certaine teinte, une certaine saturation. Vous pouvez dire plein de choses sur les couleurs. Ça va être peut-être des vérités analytiques au sujet des couleurs, mais qu'elle exclut toutes les autres de l'espace qu'elle occupe. C'est un peu étrange de mettre ça dans le concept même de couleur. Cyril et Charlotte, et après on conclut. Mais ce que je disais, c'est d'ajouter à ça le fait que dans mon expérience, j'ai jamais vu un cas où c'est. Très bien, mais là vous vous heurtez au problème de Hume, de dire oui, vous avez jamais vu. Mais qu'est-ce qui vous permet de penser que c'est nécessairement impossible? C'est-à-dire que ce sera une vérité éternelle, que ce sera jamais le cas, que vous n'avez pas raté quelque chose déjà. Parce que ça se trouve, le pull tout bleu et tout orange, il était caché au fond de la malle et vous l'avez raté. Mais même s'il n'était pas là encore, il y aura peut-être un jour un génie du textile qui fera un pull tout bleu et tout orange. Et pourtant, on a l'impression que c'est pas possible. Vous voyez, donc là, c'est le problème de Hume, c'est dire comment sur une base d'un nombre limité de cas, vous pouvez arriver à une connaissance nécessaire. Et Hume dit non, là, il n'y a pas moyen, ne cherchez pas, vous vous habituez juste en fait. Vous laissez aller à penser que c'est le cas, mais d'un nombre fini de cas, vous ne pouvez pas conclure que ce sera toujours et nécessairement le cas. Ça ne marche pas. Dernière question, Charlotte. C'est bon, vous avez peur de vous faire lyncher, voir tout le monde qui va rallonger la séance. Bien, on verra la solution la prochaine fois. Réfléchissez entre-temps à des réponses possibles. Bonne semaine à vous tous et lisez les deux préfaces à la critique de la raison pure que je vous dépose sur le Moodle tout de suite.